Bonjour à tous. Bonjour. Donc le conseil va commencer, enfin la réunion publique plutôt. Bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous voir aujourd'hui. Merci pour le déplacement. Alors moi je me prénomme Laifang Emando et je suis présidente du conseil de quartier Vaugirard Parc des Expositions. Donc nous avons choisi d'aborder deux sujets lors de la réunion préparatoire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'entretien de l'espace public et ce sujet sera présenté par monsieur Jean-Yves Pinet qui est sur ma droite et qui est adjoint au maire chargé de l'amélioration de l'espace public, propreté, voirie, de la sécurité civile, de la sécurité routière et de la prévention des crues et scènes. C'est très long. Ensuite, nous aborderons le sujet de la sécurité. Je pense qu'il est un sujet qui intéresse pas mal de personnes. Et donc, il y a trois intervenants. Pierre-Olivier Tempier, qui est chef de la division du 15e arrondissement, direction de la police municipale et de la prévention. Omar Merci, qui est commissaire central du 15e arrondissement. Voilà. Et monsieur Anthony Samama, je pense que nous l'avons déjà reçu, qui va arriver et qui est adjoint au maire chargé de la tranquillité publique, de la prévention et de la police municipale. Donc le maire a quelques minutes de retard, mais il sera bien là dans quelques minutes. Bon, bonne réunion publique. Merci Madame la Présidente. Donc, alors j'ai une petite présentation faite par les services de propreté, puisque effectivement, quand on parle d'entretien d'espace public, on a à la fois la propreté, qui est premier des sujets. Après, il y a la voirie. Avoir des éléments de voirie était un petit peu plus compliqué parce que la voirie est beaucoup plus complexe dans le fonctionnement au niveau de la ville et des budgets que la propreté. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire rapidement ma présentation pour avoir un échange derrière, parce que je ne vais pas vous asséner de chiffres ou de slides. Je pense que le mieux est de répondre aux questions qui pourraient se poser. Donc, déjà, un chiffre quand même à avoir en tête. Le 15e arrondissement, c'est 12% de la population parisienne, 805 hectares au sol, 150 km de voies de circulation, 300 km de trottoirs et nous n'avons que 285 éboueurs. Alors, ce qui s'entend par 285 éboueurs, le titre d'éboueur, ce sont les gens qui sont au sein de la division de propreté du 15e. Monsieur le maire, bonsoir. Anthony. Donc 285 éboueurs, ça veut dire que c'est l'ensemble des effectifs de cette division. Vous voyez que pour un arrondissement comme le nôtre, ça ne fait pas grand-chose. À titre de comparaison, dans le 18e, ils sont 400. Voilà, on pourra débattre de ça. Alors, l'émission, c'est notamment le balayage, c'est le lavage, c'est les entretiens des pieds d'arbres, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, depuis quelques années, c'est la propreté qui fait l'ensemble des pieds d'arbres. Avant, c'était divisé en trois services, voirie, les parquets jardins et la propreté. Vous avez aussi la tonte, parce que même si je sais que certains peuvent m'interpeller sur le fait qu'il y a de l'herbe folle qui pousse un peu partout, donc la tonte, normalement, c'est effectivement les services de propreté. Le déblaiement des marchés alimentaires, on en a 13 quand même à déblayer par semaine, et là c'est un gros pool, c'est-à-dire que l'équipe d'après-midi qui fait le marché a quasiment la moitié de sa vacation après-midi qui est prise là-dessus, puisque effectivement on en a beaucoup. On a aussi alors le retrait des affiches, le retrait des graffitis. Alors le déneigement des trottoirs, bon, le chef de circonscription c'est un petit peu dévoyé. C'est plus, on s'occupe beaucoup plus des passages piétons que des trottoirs. Je rappelle qu'à Paris, vous avez un arrêté du préfet de police en cas de neige où chaque immeuble doit mettre un petit peu de sel pour éviter le verglas. Et effectivement, si on a 15 cm de neige, les services interviendront. Mais la priorité, c'est les passages piétons. Et il y a un accord avec la RATP, les escaliers des métros pour éviter qu'effectivement les gens tombent. Donc, comment est-ce qu'est réparti le service de propreté du 15e arrondissement ? Il y a 7 ateliers territoriaux et répartis dans 3 secteurs. Donc, vous voyez, entre les différents points bleus, points rouges, vous avez 2 ateliers d'après-midi. Les ateliers d'après-midi sont ceux qui font les marchés, donc eux s'occupent spécifiquement des marchés. Vous avez quand même le plus gros des effectifs qui est là le matin, parce qu'il est beaucoup plus simple de nettoyer des rues quand il y a moins de monde dans les rues que l'après-midi. Je sais que de temps en temps, on a quelques plaintes des machines bruyantes qui peuvent passer très tôt le matin, et des fois
de manière un peu récurrente sur certains secteurs. Mais c'est vrai que vous faites 1 kilomètre linéaire plus rapidement à 6 h du matin que vous allez le faire à 10 h. Et notamment quand vous lavez les trottoirs, c'est un petit peu plus gênant. L'idée, c'est quand même pas d'arroser les gens, mais bien de nettoyer les trottoirs. Enfin, 2 ateliers engins qui donc démarrent à 5 h 30 pour terminer aux alentours de 13 h. Là, c'est effectivement tous les véhicules que vous allez voir aussi pour la collecte des encombrants, donc qui sont localisés sur 2 endroits. Vous en avez un rue Cauchy, un autre rue Beuret, et qui font l'intégralité de l'arrondissement. Bon, rapidement, ça vous connaissez, les bacs jaunes, la collecte dans le 15e arrondissement est faite l'après-midi. Elle est faite elle commence aux alentours de 16 h pour se terminer à 23 h. On est passé donc à une collecte de 3 fois par semaine pour ce fameux bac jaune qui sont donc les déchets dits recyclables, ce que dans le jargon ils appellent le multimatériau. Vous avez aussi on a la collecte du verre qui, elle, est faite 1 fois par semaine. Et c'est pour ça que vous avez des apports de colonnes volontaires si effectivement c'est pas assez dans vos immeubles, ou pour par exemple les cafés-restaurants qui sont ce qu'on appelle des gros apporteurs. Le bac vert qui à terme devrait devenir gris, enfin couvercle gris, parce que les normes ont changé, ils ont changé la couleur. Là c'est une collecte et ça continue sur Paris, toujours d'être du lundi au dimanche. Tous les jours, on est collecté, même si effectivement la collecte du dimanche pose question parce qu'on sort des bennes pour en gros 25% du tonnage. Et si vous vous baladez d'ailleurs dans les rues le lundi, vous voyez que les bacs sont surchargés le lundi parce qu'il y a beaucoup d'immeubles, soit on n'a pas de gardien, soit on n'a pas d'agent pour les sortir, effectivement. Donc ça pose question. Mais pour l'instant, on reste sur de la collecte, tous les jours de la semaine, dimanche compris. Ensuite, 2 nouveaux types de bacs. Alors, qui peuvent amener à discussion. Un que l'on privilégie dans le 15e, qui est alors vous savez que depuis maintenant 2 ans, les communes sont obligées de ramasser, enfin de vous permettre de déposer vos déchets alimentaires, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'assiette. Voilà. On n'est pas dans le compost, où le compost, on est surtout sur les feuilles de salade, enfin les trucs que les lombrics peuvent manger. Là, on est vraiment sur ce qui va partir en méthanisation pour fabriquer du gaz. Donc nous, on privilégie la petite borne que vous avez au-dessus, qui est une borne qui aujourd'hui est déployée principalement à côté des écoles ou des crèches, parce qu'il y a déjà une collecte de déchets alimentaires sur les écoles et les crèches et qu'on a mutualisé. Donc à côté des écoles et des crèches, vous allez en avoir, on en a actuellement 26 sur l'arrondissement. L'autre sujet, un petit peu plus polémique, c'est le fameux bac en métal en dessous qui s'appelle le Trilib, où vous avez 4 conteneurs, 2 conteneurs jaunes pour le multimatériau, un conteneur blanc pour le verre et le conteneur pour les déchets alimentaires. Ça prend 2 places de stationnement, c'est sur l'espace public, c'est beaucoup plus gros. Voilà, et quand on a ça sous ses fenêtres, c'est vrai que parfois, voilà, donc on en a posé quelques-uns à la demande de la ville de Paris, après avoir bloqué un petit peu pendant quelques temps, mais il fallait bien effectivement trouver un maillage. Et c'est vrai que dans certaines rues, on est obligé de demander au service de trouver d'autres endroits parce que ça coince. Enfin, je terminerai aussi par quelques chiffres. Alors bon, c'est les dans ma rue, ça vous montre un petit peu en ce qui concerne tout ce qui peut être fait. Je pense que tout le monde ici connaît cette application qui vous permet, quand vous baladez dans les rues, de pouvoir signaler un dépôt, quel qu'il soit. Même si vous êtes 10 à le signaler, il sera répertorié. Si on regarde la zone où on se trouve à peu près, parce que vous êtes à cheval entre un quartier où il y a eu donc depuis le 1er janvier entre 1288 et 1051 signalements de dans ma rue, donc citoyens, services et autres, sur tout un tas de sujets. En ce qui concerne les signalements plus en cumulé, mais aussi sur tout ce qui est encombrant avec les rapports par rapport à l'année 2024-2025. Là, on arrive à plus de 12 000 signalements, effectivement, tout compris. Sur les précédents, on était plus sur tout ce qui était épanchement d'urine, petits déchets divers, etc. Là, on est sur l'ensemble des encombrants. Donc, vous voyez que ça signale quand même, ça signale beaucoup. Et puis après, donc on est loin devant quand même le 20e arrondissement qui lui on a déclaré 59 000. Donc vous voyez que finalement, certes, c'est pas acceptable la propreté des rues dans le 15e aujourd'hui, mais je dirais que c'est la petite partie qui me rassure. On arrive quand même à tenir un peu le cap, alors que dans d'autres arrondissements, c'est un petit peu plus lourd. On a aussi les graffitis, tout ce qui est graffiti, tag et autres, qui est fait donc par une société extérieure. Là, c'est un contrat spécifique. La difficulté, c'est effectivement en fonction de la matière. Alors, sachez que sur les tags,
dès qu'il y a des insultes, des insultes racistes, des prises à partie des membres du gouvernement ou tout au moins de personnes politiques, des choses qui sont sexistes et autres, le délai d'intervention pour la société, il est de 24 heures. C'est-à-dire qu'on signale, 24 heures après, on doit avoir le rapport comme quoi ça a été retiré. Sinon, le délai moyen, c'est un petit peu rallongé. On arrive avant, on était à 7 jours. Maintenant, on arrive à 12 jours parce qu'effectivement, il y en a énormément. Sans compter que si vous regardez effectivement sur la pierre, alors on prend par exemple sur Jacques Marette ou sur la Statue de la Liberté qui se trouve à l'île aux Cygnes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne peut pas utiliser les produits qui sont utilisés habituellement sur d'autres tags. Ou par exemple, sur un banc, c'est très simple. Vous mettez un coup de peinture, c'est effacé. Mais c'est pareil sur les immeubles, puisque on fait l'ensemble des immeubles privés jusqu'à une certaine hauteur. Vous avez des immeubles en pierre de taille, on ne peut pas y aller à l'acide, il faut y aller au sablage. Et là, effectivement, ça nécessite du matériel différent et donc avec un traitement qui est un petit peu plus long. Mais aussi, voilà, comme vous êtes à cheval sur l'ensemble des quartiers, là, entre 4600 plus 7121 signalements de tags depuis le mois de janvier, ce qui fait quand même pas mal. Et je ne parle pas de tout ce qui est tag en hauteur, puisqu'ils n'interviennent que 4 mètres, c'est le grand maximum, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut que ce soit accessible en plus. Je rappelle que ce sont que les tags accessibles à partir de la voie publique. Dès que le tag est derrière une barrière dans un espace privé, nous n'interviendrons pas. Là, c'est à la copropriété de le faire. Voilà en gros ce que je pouvais vous asséner rapidement comme chiffre sur la manière dont ça fonctionne. Alors sur le balayage, normalement le balayage, toutes les rues sont faites, ça ce sont les données techniques. Toutes les rues sont faites minimum une fois par jour quand l'agent est présent. Après, sur le balayage, je mets un bémol parce que vous avez ce que les agents disent, c'est le travail en recherche. Vous les voyez pousser le chariot, ils ont une pince. Ils ne mettent pas le balai, mais ils ont la pince. Donc effectivement, par moment, on a de temps en temps l'impression que tout n'a pas été balayé. Aujourd'hui, on a demandé aussi dans la réorganisation des services, puisqu'il y a un mot que vous entendrez parler de temps en temps qui s'appelle la territorialisation, c'est-à-dire que la mairie de Paris, n'arrivant pas à régler tous les problèmes, a dit au maire d'arrondissement, le responsable de la propreté, c'est le maire, mais comme j'ai souvent l'habitude de le dire, vous avez donné au maire une Rolls, on n'a pas mis les roues, on n'a pas mis d'essence et on n'a pas donné les clés. La territorialisation, sans effectivement toutes les clés et les moyens qui vont avec, c'est un petit peu compliqué à faire fonctionner. Cependant, on a réussi à demander au service lors de réunions, Philippe Goujon a appuyé sur cette demande, que dans les petites rues, je parle bien des petites rues, on ne va pas prendre la rue de Vaugirard, etc. Avant, vous aviez souvent 2 agents différents qui faisaient la rue, et ce qui fait que parfois, vous aviez l'impression que le côté pair était mieux nettoyé que le côté impair, parce qu'en fonction de leur passage. Donc on a demandé maintenant à ce que le même agent s'occupe des 2 côtés de rue, de manière à ce qu'ils soient traités en même temps. C'est effectivement une avancée, ça ne s'est pas fait tout de suite, et puis ce n'est pas toutes les rues, mais ce sont les petites avancées qui sont là. Je m'arrêterai là, peut-être que monsieur le maire veut rajouter un mot sur la propreté avant d'engager le débat avec la salle. Ou madame la présidente. Merci. Non, je vais simplement dire que moi je suis extrêmement content de la situation de la propreté des rues dans le 15e et d'ailleurs dans tout Paris, il suffit de se promener un peu partout. Malgré les efforts effectivement des services, de mon adjoint bien sûr, la situation est catastrophique. Je dis tel que je le pense. Le problème n'est pas pris à sa dimension. Ce n'est pas érigé au rang des priorités absolues de la mairie de Paris et donc la situation n'est pas bonne du tout. Le principal quantité de courrier de mécontentement que je reçois, c'est la propreté. Donc si c'est ça, ça veut dire que ça ne va pas du tout. Moi, je fais beaucoup de terrain, les gens m'interpellent dans la rue sans arrêt. 9 personnes sur 10 qui m'interpellent dans la rue, c'est pour se plaindre de la malpropreté des rues, de l'entretien en général de l'espace public d'ailleurs. Les trous dans la chaussée, les trottoirs qui sont casse-gueule, enfin, etc., qui sont mal réparés. Rien ne va. Donc voilà, je vous dis la situation telle que je l'aperçois, avec la nécessité absolue, me semble-t-il, maintenant de passer à autre chose. Il faut totalement changer l'organisation de la propreté à Paris, je pense, d'une part, en l'érigeant en priorité numéro 1, parce qu'il me semble que la priorité absolue dans une ville, c'est l'hygiène, parce que la propreté, c'est quand même l'hygiène. Donc l'hygiène doit être érigée en priorité numéro 1, donc avec un budget supplémentaire, tant pis s'il faut tailler dans d'autres dépenses, mais ça doit être la priorité numéro 1.
et avec évidemment aussi le transfert que nous demandons depuis des années, nous les maires d'arrondissement, de la compétence de propreté de la mairie centrale vers les mairies d'arrondissement, qui sont les maires d'arrondissement et les mairies d'arrondissement sont plus proches du terrain, sont des acteurs de proximité, savent très bien où ça va pas, etc. et peuvent donner des instructions. Alors c'est vrai qu'il y a eu quand même des avancées, parce que la maire de Paris nous a conféré il y a quelques années, un an ou deux, l'autorité fonctionnelle sur les services, c'est-à-dire que nous donnons aux services les instructions. C'est bien joli, mais comme le disait mon adjoint, sans les moyens, décentraliser les compétences sans les moyens, ça veut dire que ça aboutit forcément à l'échec, puisque nous n'avons pas suffisamment de moyens. Je considère que nous devrions avoir 80 ouvriers nettoyeurs de plus dans l'arrondissement, au bas mot. D'ailleurs, on pourra parler aussi des policiers, c'est le même problème. 80 ouvriers nettoyeurs. Les effectifs de la propreté à Paris ont baissé considérablement ces dernières années. Donc effectivement, on ne peut pas faire mieux avec moins. Et là, c'est une affaire aussi de personnel présent sur le terrain. Je pense qu'il faut un peu dégraisser peut-être les services centraux et puis rajouter des effectifs et des personnels sur le terrain, notamment sur la propreté, parce que c'est la force mécanique, si je peux dire, humaine, qui seule peut améliorer la situation. Les engins aussi, moi je veux bien quand il y a un engin en panne, quand on met 6 mois à le réparer, c'est pas bon non plus, donc il faut trouver d'autres systèmes. L'organisation est défaillante, enfin bref, moi je considère que rien ne va. Alors voilà, je suis peut-être un peu dur, mais parce que je pratique au jour le jour la propreté dans l'arrondissement, donc il y aura sans doute beaucoup à faire dans les différentes voies que je vous indiquais pour améliorer la situation dans le 15e et dans tout Paris d'ailleurs, parce que j'en parle souvent avec mes collègues des arrondissements, quelle que soit la couleur de l'arrondissement. D'ailleurs, ce n'est pas un problème de couleur d'arrondissement, c'est un problème de mauvaise organisation et d'insuffisance de moyens. Bonjour à tous. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette thématique ou est-ce que vous souhaitez vous exprimer ? Je vais d'abord commencer par les membres du conseil, ensuite... Oui, madame ? Oui, bonsoir. Donc, je souhaitais revenir sur les déchets alimentaires, parce que c'est une question qui traîne depuis maintenant pas mal de temps. Donc, il y a une obligation, en principe, de recycler ces déchets alimentaires depuis, je crois, le 1er janvier. Et les bornes, comme vous dites, les petites bornes sont près des écoles ou éventuellement près des marchés. Bon, je crois que ce serait incitatif s'il y avait des bornes près des métros, c'est-à-dire qu'on puisse déposer les sacs le matin quand on part, parce que ça serait beaucoup plus commode, parce que faire 10 minutes aller, 10 minutes retour, avec son sac, qui dégouline toujours un petit peu d'ailleurs, pour reprendre ensuite le métro, c'est un petit peu compliqué. Donc je trouve que c'est vraiment dommage. Moi je vois des exemples, j'étais en Italie du Nord il n'y a pas très longtemps, bon, il y a Bruxelles aussi. En Italie du Nord, les gens, bon, il y a des jours de semaine où ils déposent, exactement comme les autres déchets, et c'est ramassé. Vous allez dans les magasins, même les McDo, vous avez un bac spécifique. Donc je pense que là, au niveau incitatif, il n'y a pas grand-chose de fait au niveau de Paris. Okay. Et Bruxelles, c'est fait déjà depuis 3-4 ans. Hein, donc voilà. Alors, pour reprendre l'historique, l'obligation, elle date du 1er janvier 2024. Et l'obligation, elle est tombée sur le bureau des maires en octobre 2023 pour le 1er janvier 2024. Donc d'abord, ce sont des collègues qu'il faut organiser derrière. Là où je vous rejoins, madame, sur ces bacs, et je parle avec Philippe Goujon comme témoin, dès que nous avons reçu le nouvel adjoint à la propreté de Paris, Antoine Guillou, dans le bureau du maire, on a tout de suite demandé un déploiement massif de ces conteneurs sur le 15e. Ça a été, non, il faut les tri libres, il faut les tri libres. Quand on a reçu la liste, on a reçu une liste que de 26 bornes. Et on nous a dit, on les met à côté des écoles. Demain, la ville de Paris m'en donne 150, je peux vous les mettre à côté de tous les marchés. Pour reprendre même l'antériorité, les premiers qui ont été déployés sur l'arrondissement, c'était à côté des marchés. On a eu le marché de Grenelle, le premier. Ça a eu un tel succès que très vite, on a demandé au service, on a dit, il faut mettre ça sur tous les marchés. Le 15e a été le premier arrondissement à avoir ces bornes déployées sur tous les marchés avec le succès que ça a. C'est-à-dire que les services avaient même du mal à collecter tellement les gens amenaient. Je suis entièrement d'accord avec vous. 26 pour un arrondissement, je rappelle, 805 hectares, c'est trop peu. Il nous en faut. Mais là,
où je ne peux malheureusement pas faire plus, c'est que les bacs m'arrivent de la mairie centrale. Donc s'ils m'en donnent 150, je vous en mets 150, on n'en a eu que 26, on vous a posé les 26. Une petite réponse complémentaire, c'est pas que je suis en désaccord, oui, aux bornes, les tri-libres, c'est plus compliqué parce que c'est assez hideux, ça défigure le paysage urbain, et en plus les gens se plaignent parce qu'on ne les met pas au bon endroit, c'est devant un commerce ou devant un pied d'un immeuble, l'entrée d'un immeuble, etc. On a beaucoup de plaintes, c'est très envahissant sur la voie publique. Hein. Les bornes, c'est plus élégant et c'est plus... Mais moi, j'ai une autre idée, finalement, que la mairie de Paris a essayé de mettre en œuvre, mais elle n'y est pas arrivée, et c'est très dommage, parce qu'en fait, il devrait y avoir des bacs et des ramassages, une collecte des ordures ménagères et des déchets alimentaires dans tous les immeubles, comme pour le papier, le verre et les ordures principales, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut un bac supplémentaire là où c'est possible en tout cas, parce que c'est extrêmement volumineux. Enfin, je sais pas, moi je trie mes déchets, si je peux dire. Donc je vois bien la quantité gigantesque de déchets alimentaires. C'est tous les jours que vous devez aller, surtout que c'est des petits sacs verts voilà, qui sont très très petits, vous devez aller tous les jours à la borne. C'est très chronophage finalement, vous avez raison. Donc la mairie a essayé cette tentative. Je pense qu'elle y a renoncé pour des questions financières, parce que qui dit collecte des déchets alimentaires dans tous les immeubles parisiens, évidemment, c'est un coût. Mais ça aussi, c'est une question de choix budgétaire à faire. Mais moi, je suis partisan de cette solution. Quand c'est possible, c'est peut-être pas possible partout, parce que il faut laisser quand même des bornes, parce qu'il y a des immeubles où les locaux à poubelle sont trop étroits, etc. Mais partout où c'est possible, mettre un bac supplémentaire pour les déchets alimentaires qui sont considérables. C'est un volume parfois plus important que les déchets généraux dans les poubelles vertes. Elles sont parfois moins remplies que les poubelles, que les bornes. Donc je pense que c'est vers cette solution qu'il faut essayer d'aller, si on en a la possibilité au niveau de l'organisation de la collecte à Paris. D'accord, oui, monsieur Jacques. Petite question, vous avez parlé des signalements dans ma rue. Est-ce que c'est une personne signale égale un signalement pour vous, ou c'est plusieurs signalements de personnes égale plusieurs signalements? Alors, normalement, sur les chiffres que j'ai, c'est plusieurs personnes égale un signalement. Parce qu'en plus, quand vous prenez l'application, si vous allez dans la rue et que vous faites le plus, une fois que vous avez l'adresse, vous avez tout un tas de petits pictogrammes. Vous allez voir que ça peut être signalé à la même adresse. Ce que vous allez signaler a déjà été signalé. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous arrêtiez de le signaler, parce que des fois, voilà, c'est un site, c'est pas plus mal, où ça permet de mieux faire bouger les services. Mais dans les chiffres, effectivement, c'est une adresse en fait. Alors si c'est le 46 et que vous faites le 44 à côté, ça comptera pour 2. Mais si vous avez 10 signalements au 46 et que c'est bien au 46, ça fera pour 1. Très bien. Et vous avez parlé aussi de l'augmentation du nombre de jours pour l'enlèvement des tags, qui est passé de 7 à 12. Ouais. Pourquoi ? Tout simplement à cause du nombre, et que en fait, le traitement c'est quand vous en aviez 10, c'était facile. Quand il y en a 100, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est quand même... faut savoir qu'un tag, c'est pas juste j'arrive et c'est 5 minutes. Par exemple, prenez ne serait-ce qu'un banc. Vous arrivez, vous faites la peinture, c'est-à-dire que vous restez parce que vous entourez. Il faut vérifier, il faut tout... il faut pas que des gens viennent s'asseoir alors que la peinture est pas sèche, etc. Donc, ils ont une feuille de route. Et dans le courant, effectivement, ça s'est augmenté parce qu'on a de plus en plus de tags. Alors quand je parle de tags, en se baladant, c'est pas le gros tag, c'est le petit graffiti, c'est la signature, tout ça, voilà, on en a de plus en plus. À des endroits, vous en avez 10, le véhicule, il va être pris sur la vacation complète pour traiter l'intégralité. Pour un peu qu'en plus, vous arriviez, vous pensiez que c'était simple, non, en fin de compte, ça part pas à tel produit, il faut en tester un autre, etc. Tout ça, c'est du temps en plus. Merci. Voilà, c'est tout. Bonsoir à tous. Oui, juste un mot sur ces graffitis, ces tags. Au sein de ma direction, il y a un groupe spécialisé dans les tags. On identifie les groupes, mais la condition, c'est qu'une intervention de police ait lieu, qu'on réalise un procès-verbal de constatation avec prise de clichés, et on diffuse, on transmet à notre groupe spécialisé qui est rattaché à la brigade des réseaux ferrés.
Vous savez, c'est une grosse problématique dans les transports en commun, ces tags, et parfois, bien sûr, on les trouve aussi sur l'espace public. Donc c'est important de nous appeler, bien sûr, qu'on se déplace et qu'on fasse des constatations sur ces tags-là. Ensuite, voilà, c'est pas un secret, hein, je suis un grand défenseur des caméras PVPP, hein, le plan de vidéoprotection pour Paris. Et bien sûr, c'est utile, même si le délinquant, le graffeur se masque au moment de l'action. Plus tard dans la rue, un peu plus loin, il se démasque pour être discret, et c'est à ce moment-là qu'on peut l'identifier avec nos caméras. Voilà. Donc, hein, il y a 2 axes, il y a la signature rattachée à un groupe, et puis ensuite l'image, bien sûr. Voilà. Donc surtout solliciter la police pour une intervention sur ces graffitis, sur ces tags. Oui, bonsoir. Dans le cadre de l'intervention de la police municipale et dans le cadre d'un tag haineux ou dans le cadre d'un tag haineux ou injurieux, il y a aussi un rapport administratif transmis à un officier de police judiciaire qui peut être établi par la police municipale et un dépôt de plainte de la ville de Paris. Voilà. Uniquement dans le cas d'un tag haineux et dangereux et injurieux. J'ai un témoignage. Il y a quelques années, j'avais vu un tag antisémite sur la place Henri Rollet. J'ai fait le 17. Et ben, le soir même, c'était enlevé. Le soir même, je l'ai dit le matin, le soir, c'était enlevé. En fait, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, dans ce genre de cas, là, de toute façon, c'est un travail conjoint qui est fait avec la police. Hein. Moi, j'ai aussi le commissaire ou M. Tempier assez régulièrement quand ce sont ce type de tags. Et là, l'entreprise a une obligation de résultat dans les 24 heures, puisqu'on nous renvoie le rapport. Moi, je reçois le rapport comme quoi ça a été traité dans les 24 heures. Oui, j'ai une question par rapport à la procédure pour vous le signaler. Est-ce que l'application dans ma rue suffit pour vous le signaler ou il faut un autre signalement auprès de la police ? Le mode de saisine de la police, hein, c'est le 17 police secours. Voilà. Donc il faut faire le 17. Voilà. Vous signalez. Voilà. Maintenant, il y a un autre mode. Oui, mais enfin, le 17. Oui, mais vous signalez une infraction. En fait, il y a 2 plateformes. Vous êtes orienté, hein, lorsque vous faites le 17. Il y a la plateforme des appels urgents et il y a la plateforme des appels non urgents. Donc vous serez orienté, vous ne prendrez pas la place de quelqu'un qui appelle au secours. Voilà, et vous serez orienté. Cette plateforme des appels non urgents rédige une fiche d'intervention qui arrive dans mon service. Et à ce moment-là, on provoque l'intervention. Donc si je comprends bien, il faut 2 signalements. Un signalement par la ville de Paris et le signalement auprès de la police. En sachant que, bien sûr, nous, lorsque nous nous déplaçons ou lorsque, dans le cadre de nos patrouilles, nous découvrons des tags, nous faisons appel au service de la mairie et de monsieur l'adjoint au maire. Bon, dans un souci d'équité, nous allons prendre les questions du public. Avez-vous des questions ? Oui, madame ? Oui, bonjour, merci. J'avais une question, je crois que c'est pour Monsieur Pinel. Je voulais savoir si vos services travaillent avec les entreprises qui interviennent dans la rue. Je pensais aux entreprises de gaz, d'électricité, etc. Parce qu'il s'avère que dans certaines rues, alors pour vous la citer, je vous la donne, hein, la rue de la Croix-Nivert, il y a eu des interventions qui ont été faites par ces entreprises privées. Et donc ces interventions sont terminées depuis plus d'1 an. Ça fait 1 an qu'on a toujours les barrières aux mêmes endroits. Les trottoirs n'ont pas été refaits. Ils avaient cassé tous les trottoirs. Hein. Ils n'ont pas été refaits. Et c'est devenu un dépotoir géant. C'est-à-dire que non seulement les gens jettent leurs sacs, mais en plus, les gens qui se débarrassent de leurs encombrants en profitent pour mettre ça derrière les barrières. Ce qui fait que ça devient vraiment un no man's land. On a déjà fait des signalements dans ma rue, justement. Rien n'y fait. On est plusieurs à avoir notifié ça. Et aujourd'hui, à quelle hauteur de la rue de la Croix-Nivert ? 197. Est-ce que c'est... alors attendez, parce que dans les numéros, je ne me repère pas bien. Parce que vous savez qu'il y a des énormes travaux de la rue de la Croix-Nivert entre Cambronne et Javel. Donc c'est post-Javel, entre Javel et Vaugirard ? Oui, tout à fait. Ouais. C'est travaux CPCU, ça, non ? Et alors, je ne sais pas quelle était l'entreprise qui a fait, regarder. mais en tout cas, il y a toujours des barrières. Alors, et derrière, il n'y a rien. Sur les travaux, c'est très simple. Quand ce sont des travaux concessionnaires,
l'entreprise qui travaille pour le concessionnaire, on va prendre par exemple CPCU, qui va donc dire à une entreprise X ou Y de travaux publics, vous me faites les travaux. Il y a donc l'emprise, ils ont l'obligation de la propreté à l'intérieur de l'emprise, avec des pénalités quand il y a les contrôles, etc. Alors c'est vrai que parfois, on a, et alors c'est pour ça que je pense à CPCU, parce que sur cette portion de Croix-Nivert, j'ai eu RTE, puisqu'il y a un gros câble électrique qui va être passé sous la rue, et on a effectivement un dévoiement, il y a eu des raccordements aussi du chauffage urbain. Donc je reverrai 197. C'est pas aussi où est la portion où il y a eu les travaux, l'emprise de l'immeuble en face du parc Paris Habitat, c'est-à-dire entre le Courbe et Convention. Non, c'est juste en face de. Moi, je regarderai en repassant, je passerai. Anciennement la NPE. Bon, regardez. Mais une emprise, l'entreprise doit la tenir propre. Alors combien de fois on leur envoie des signalements, ils nous disent ah oui mais c'est pas nous qui avons eu. On peut pas le savoir. Vous êtes un responsable à l'intérieur des barrières. À vous de vous débrouiller pour que ce soit nettoyé régulièrement. Et c'est vrai que quand un chantier est à l'abandon pour X raisons, d'autres en profitent pour tout foutre à l'intérieur. Oui. Et après, ce chantier il est fini depuis plus d'1 an en fait. Donc, si vous voulez, ces barrières. Je ferai un saut 197 de la rue de la Croix-Nivert. Donc, mais je vous remercie. D'autre part, je voulais savoir aussi, on a des poubelles qui étaient au niveau de cette rue, qui ont été enlevées, qui n'ont jamais été remises. Des poubelles publiques. Est-ce que ça, c'est normal ? Le problème des corbeilles de rue. Alors, depuis un petit peu moins d'1 an, est arrivée une idée géniale de la mairie centrale. On est venu me voir en disant, voilà, en fait, si les rues sont sales, c'est parce qu'il y a plein de corbeilles partout et que les gens déposent partout, etc. Et donc, la ville a décidé de se lancer dans un programme de suppression d'un certain nombre de corbeilles. Voilà. On n'est pas vraiment d'accord. On n'est pas vraiment d'accord parce que je ne pense pas que si vous avez envie de jeter un papier, vous allez attendre. C'est un petit peu comme ce que disait madame avec ses déchets. Vous ne faites pas 3 km pour aller trouver. Et on se plaint que les gens ne ramassent pas. Mais quand vous avez des gens qui ramassent et qu'ils n'ont plus, je parle des déjections canines, ils n'ont pas de poubelle à proximité. Voilà. Donc, ce qu'on a obtenu des services, parce qu'on y était quand même opposés, on leur a, vous savez, des fois quand la mairie centrale a envie de passer en force, elle passe en force. En revanche, si effectivement on a des signalements de riverains qui, voilà, on avait une poubelle, on n'en a plus, c'est le bazar, redonnez-la nous. Là, à ce moment-là, je vous invite à m'écrire parce que moi, vos remontées font que je dirais, bah, non, là, j'en ai vraiment besoin, vous me la remettez. D'accord. Ok, donc mais on vous écrit dans ma rue ? Non, non, moi je ne suis pas dans ma rue. Je suis là, vous allez sur le site de la mairie, je vous donnerai ma carte tout à l'heure, mais c'est mon nom.paris.fr. D'accord, merci. Non, mais ça, c'est une idée un peu saugrenue quand même, de dire que les rues sont sales parce qu'il y a trop de corbeilles de rue. Non, mais c'est ça qui est dit au Conseil de Paris. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui, quand les poubelles sont pleines, ou même pas d'ailleurs, même si elles sont vides, déposent à côté en pensant que ça va être ramassé en même temps que la corbeille. Mais franchement, moi, je ne connais pas de ville où on enlève les corbeilles de rue pour que les rues soient plus propres. Je me souviens d'une certaine époque où, justement, il fallait mettre des corbeilles partout. Et à juste titre d'ailleurs, pour que les gens, quand ils ont un truc à jeter, ils ne jettent pas ça dans la rue, dans le caniveau. Donc oui, moi je suis en conflit là sur cette affaire, pas le seul d'ailleurs, pour demander davantage de corbeilles de rue et non pas qu'on les retire. C'est, je pense, assez incohérent. Et l'idée aussi de ce retrait, ça vient aussi du manque de moyens dont on parlait tout à l'heure. À une époque, on avait obtenu d'avoir, parce que alors, les corbeilles sont collectées par une benne spécifique qu'on appelle la benne RDP, comme ça vous avez le langage technique, et c'est ramassé aussi par la benne ordure ménagère du soir, donc qui ramasse et qui change le sac plastique. Vu la taille de l'arrondissement, on avait demandé une deuxième benne qu'on avait payée sur notre enveloppe allouée par la mairie centrale. Donc sur notre budget, on avait dit que c'était essentiel. On me l'a supprimé. Et en plus, on avait demandé aussi à la ville de pouvoir travailler sur le 15e à une cartographie, parce que quand vous êtes sur des zones, on va prendre l'avenue de la Croix-Nivert, où il y a énormément de monde et il y a beaucoup de déchets, il faut peut-être faire passer une benne 3 fois, 4 fois dans la journée. Quand vous êtes sur des petites rues, un passage dans la journée, ça suffit amplement. Et c'est vrai que ces dernières années, on a eu un autre phénomène, mais là, c'est pas en enlevant les corbeilles qu'on va endiguer le problème. On a de plus en plus effectivement de sacs d'ordures ménagères, de gens qui sont déposés au pied des corbeilles. Ça vient d'une chose principale. Dans beaucoup d'immeubles, tous les vides ordures ont été supprimés. Et depuis que les vides ordures ont été supprimés, on le voit sur un certain nombre de logements, les gens en partant, des fois, vont pas forcément au bac, et puis ils sortent, et puis
Bon, ils font l'effort de le mettre au moins au pied de la corbeille et pas simplement dans le... Voilà. Mais c'est une vraie idée saugrenue que de supprimer toutes les poubelles. Donc envoyez-moi les adresses et je demanderai au service de les faire réinstaller. Auriez-vous des questions? Okay. Oui, madame. Bonsoir. J'habite a priori dans la zone la pire en termes de signalement. Et ça me rassure, je ne suis pas folle. Parce que je peux vous dire que les signalements, j'ai dû en faire une bonne partie. Là, au niveau de la rue Vaugelas, Olivier de Serres et toute cette partie-là, on est complètement oublié. Alors, il y a une partie d'incivisme de la population. Vous n'êtes pas responsable de 100% de ce qui se passe. En revanche, les personnes qui au moins prennent rendez-vous pour des encombrants et que 3 jours plus tard, 4 jours plus tard, voire même, c'est monté jusqu'à 3 semaines, les encombrants sont encore là, en fait, là, il y a un problème. On slalome. Moi, j'ai un chien, donc tous les jours, on fait la promenade, donc je peux vous dire que je passe dans ces rues et je slalome, littéralement. Donc évidemment, s'il y a un rendez-vous encombrant, tout le monde en profite pour mettre ses encombrants en plus, si ce n'est des trucs à la volée, parce qu'évidemment, des déchets à la volée, il y en a partout. Le problème, c'est qu'en fait, il n'y a ni suivi, il n'y a ni ramassage. En tout cas, ils ne sont pas faits à hauteur, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être prendre un des éléments, mais pas la totalité. Donc on se retrouve avec le reste qui est là pendant des jours et des jours. Le passage, nous, dans notre quartier, je ne parle que dans mon quartier, mais le nombre de personnes qui viennent fouiller les poubelles, qui viennent ouvrir les valises qui sont abandonnées et qui débarrassent tout par terre. Bref, sincèrement, mon quartier, c'est devenu une catastrophe. C'est devenu une catastrophe. Et je peux vous dire que c'est la première fois qu'on a un conseil de quartier et j'en ai gros sur la patate. Vraiment. Donc ce quartier-là, je peux vous dire qu'il est complètement abandonné. Et bizarrement, quand je vais sur la rue Vaugirard, quand je vais à la rue Convention, quand je vais dans la rue Croix-d'Hiver, c'est pas la même chose. Alors je comprends, c'est moins visible. Ce sont des rues qui sont moins visibles. Mais on a le droit aussi à notre propreté. Et franchement, je ne comprends pas. Donc les signalements, vous avez vu, il y en a de plus en plus. Et sincèrement, on en était limite avec mon conjoint à mettre des affiches partout pour redonner les instructions à nos voisins de comment on fait comment on prend rendez-vous, que de dire que les artisans, c'est à eux d'emmener les encombrants de travaux, etc. Et qu'en fait, là, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie dans notre quartier. Donc je comprends, c'est un grand arrondissement. Il y a forcément des endroits où on passe plus que d'autres. Le problème, c'est que oui, vous n'avez pas assez d'effectifs, mais à un moment, là, il faut peut-être rétablir. Je ne sais pas s'il y a des caméras. Monsieur, voilà, il n'y a pas de caméra, il me semblait bien, dans mon quartier. Donc c'est l'anarchie, tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de passage de la police, en tout cas, j'en vois très peu. Donc en fait, tout le monde fait ce qu'il veut, et là, ce n'est plus tenable. Ce n'est plus tenable sur ce quartier-là. Donc je ne sais pas si vous l'avez particulièrement identifié. Mais nous, on en est à se dire, on va déménager en fait. On va déménager. Non, mais non, vraiment. Ah non, pas tout de suite. Attendez ma réponse avant de déménager. C'est pour ça qu'on est là. Alors, je vais commencer. On reprend. Je crois que le maire l'a bien expliqué. Même avec ma présentation, le système ne fonctionne plus. Le système ne fonctionne plus. Alors, c'est pas qu'on passe plus rue de Vaugirard, rue de la Convention, rue Le Courbe sur ces grosses artères. C'est que, effectivement, à moyen constant, en fin de compte, ils font un passage là, mais on se retrouve à... Il n'y a pas... Alors, ce qui ne va pas vous rassurer, c'est que si j'avais que la rue Vaugelas, je serais un adjoint heureux. C'est loin d'être le cas. Effectivement, il y a beaucoup de signalements là. J'ai d'autres petites rues aussi où les gens ont l'impression d'être abandonnés. Il y a plusieurs mécanismes qui se sont mis là-dedans. Déjà, on n'a pas assez d'agents, c'est clair, net et précis. 2, on nous a changé tout le matériel. C'est-à-dire qu'à une époque, j'avais, pour les encombrants, et je voudrais remercier l'ensemble des habitants du 15e parce que je ne l'ai pas montré, parce que sinon j'aurais fait une présentation d'assénage de chiffres et il y en avait déjà beaucoup avec les signalements dans ma rue. Depuis du 1er janvier au 30 septembre, parce que je n'avais pas les chiffres consolidés à fin octobre, 71 000 rendez-vous ont été pris sur l'arrondissement et on a eu 41 000 dépôts sauvages. Donc, c'est-à-dire plus de 110 000 à collecter. Voilà. Donc, déjà, on a un très fort taux et on a même le premier taux de rendez-vous sur Paris. Donc, énormément d'habitants du 15e prennent rendez-vous. Maintenant,
alors qu'il y a encore 2-3 ans, on arrivait, bon an, mal an, dans les 24 à 48 heures à collecter les rendez-vous. Aujourd'hui, on est passé à 4 jours de moyenne. 4 jours de moyenne, pourquoi ? Il y a encore quelques années, on avait ce qu'on appelle des engins porteurs d'une charge d'1 tonne d'œufs. Puis, comme c'était au diesel, il a fallu, effectivement, on a tout arrêté. On est passé à des porteurs essence 750 kg, mais on a fait un remplacement 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on perd 450 kg. Aujourd'hui, j'ai des porteurs 250 kg parce qu'ils sont électriques. Qu'est-ce que vous voulez mettre dedans ? Quand vous avez un rendez-vous avec 2 planches et que tous les voisins ont dit « Ah bah il a pris un rendez-vous, je vais mettre tout ce que j'avais mis ». L'engin, il vient, il met ses 2 mètres cubes, il est plein, il part à la déchetterie, on n'a pas de priorité, on le demande, on n'arrive toujours pas à avoir une priorité, des horaires prioritaires. Donc à la déchetterie, vous êtes avec monsieur tout le monde. Donc les engins, ils attendent. La déchetterie, elle est au quai d'ici. Pour un peu que ça roule pas. Pour revenir rue Vaugelas, pour redescendre, revenir, etc., c'est foutu. Et donc, en fin de compte, c'est le système d'organisation. Au point même que, lorsque j'en ai parlé à Philippe Boujon, on a décidé de demander une benne à la ville de Paris. Et donc, on a depuis quelque temps là des bennes qui tournent. Dire que normalement, en plus, tout ce que vous jetez, quand c'est en déchetterie, c'est trié dans des bacs spécifiques pour recycler. Aujourd'hui, tant pis, je suis désolé, plus de recyclage, j'ai une benne et voilà. Et la benne, elle me prend 60 points en une journée. Là où le porteur, il va m'en prendre 10. Sans compter qu'on n'a pas assez non plus d'agents pour équiper, parce que, je vais vous faire une confidence, des fois j'ai des camions qui sont dans les garages et qui ne sortent pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de personne à la mettre dedans. Donc tout ça amène à une situation où nous avons des administrés désespérés, mais il y a aussi des élus désespérés parce qu'on en a ras-le-bol et on aimerait bien pouvoir faire le boulot. Et même les agents, aller discuter avec certains, eux aussi en ont ras-le-bol et pourtant ils mettent du cœur à l'ouvrage, je peux vous assurer. Donc en fait, tout ça ne fonctionne pas. Il faut réellement complètement repenser la propreté. On a demandé, à un moment donné, moi j'ai demandé à ce qu'on bloque les rendez-vous en disant on a un tel niveau d'encombrant dans la rue, vous avez l'impression que c'est dégueulasse en permanence dans certaines rues parce que vous passez, on a beau collecter, le lendemain il y en aura autant. Il fallait bloquer les rendez-vous. Ah on peut pas, non, il faut laisser les rendez-vous, etc. Moi j'avais dit dans ce cas-là, changeons le système, regardons ce qui se passe à Boulogne, à Issy-les-Moulineaux, c'est 1 fois par semaine ou 2 fois par mois, etc. À Paris, c'est tous les jours, ce qui fait que vous pouvez déposer tous les jours et effectivement, il y a des points récurrents qui sont assez catastrophiques. Et effectivement, Vaugelas, Mille, toutes ces petites rues-là, voilà, sans compter que Mille, avec l'effondrement qu'on a eu au-dessus et le chantier, on en avait plein à l'intérieur, ça a été assez compliqué. Mais je peux vous assurer que vous n'êtes pas oubliés, en tout cas, on en a bien conscience. On essaye de faire le maximum. Je ne vous dis pas qu'à l'issue de cette réunion, je vais changer du tout au tout sur la rue Vaugelas. Je vais voir quand même avec les services si on ne peut pas mettre un petit coup de boost sur cette rue. Mais c'est effectivement très très compliqué parce qu'il faut complètement changer le système. Et puis, du coup, on nous a enlevé aussi des poubelles. Hein. Donc, ça n'a pas aidé. Les corbeilles de rue les corbeilles de rue, on nous en a aussi enlevé. Donc, vous recevrez un email de ma part. Même punition, vous m'envoyez un mail et puis on va redemander au service. Merci. Oui, madame a mis un point, oui, enfin, elle a évoqué un point que j'ai remarqué, c'est le fait des personnes qui viennent fouiller dans les poubelles. Alors, quand elles remettent dans le conteneur la poubelle qu'elles ont ouverte, tout va bien. Mais une fois sur 2, elles laissent le sac par terre avec tous les détritus qui s'en vont, qui s'envolent quand il y a du vent. Donc ça, c'est quand même un souci qui rajoute de la saleté à la saleté. D'accord, merci. Nous allons prendre une dernière question du public parce que le temps avance. Oui, le temps file. Mais bon. Oui, est-ce qu'il y a une notion de saisonnalité ? Parce que, en tout cas, dans mon quartier, au moment où les étudiants partent, déménagent, il y a beaucoup de déménagements avant la reprise de l'année scolaire, en fait. Donc, c'est plutôt là où il y a le maximum d'encombrants. Alors juin, juillet, août, et alors cette année ça a été terrible, on a des pics par rapport aux autres années, mais effectivement juin, juillet, août, le moment des déménagements, il n'y a pas que les étudiants qui déménagent, je ne dis pas tout, mais on a eu là effectivement un pic énorme, ce qui fait qu'arrivé en septembre, on n'avait toujours pas liquidé tout ce qui avait été déposé durant ces 3 mois, et donc on continue, et c'est pour ça que les délais se sont augmentés. Je vais être très honnête, je suis assez peu confiant d'ici la fin de l'année, et je me demande si les délais des encombrants rendez-vous vont pas passer à 5 voire 7 jours du fait du travail qu'il y a. En ce moment, toutes les équipes sont mobilisées sur les feuilles. Rien que ça, paf, voilà.
Là, c'est pareil. Les feuilles qui sont sur le trottoir, c'est une priorité parce qu'il y a aussi une priorité de sécurité. Comme on n'a pas assez d'agents, on retire du monde sur les encombrants pour les mettre sur les feuilles. Voilà, on ne fait que gérer de l'urgence, de la priorité au jour le jour. Et par moments, c'est assez compliqué. Et ça amène votre situation. Mais je vous en prie, madame, ne déménagez pas. On est quand même bien dans le 15e. Là, nous, on l'a fait. Ce soir, on met notre tapis dehors. C'est le bon timing. OK. Celui qui a un gros canapé, qui vit dans un 2 pièces, ce ne sera pas possible. Et je ne peux pas lui en vouloir de le déposer le jour J, le jour où il a besoin de le déposer par terre. Mais en même temps, ça va rester 3 semaines. Et puis, sincèrement, là, il n'y a plus la polémique des punaises de lit. Mais moi, j'en sais rien, moi, si le truc, il est avec des punaises de lit, s'il est infecté, ou j'en sais... Donc, de toute façon, même si vous passez les rendez-vous de 2 à 5 jours, la réalité, elle sera la même qu'aujourd'hui. Les gens font ce qu'ils peuvent avec les appartements qu'ils ont et la place qu'ils ont. On ne peut pas leur en vouloir. Quand il y a sur ça, sur plein d'autres choses, je leur en veux, mais pas sur ça. Mais je parlais du délai d'intervention une fois que parce que le rendez-vous, il vous dira toujours de poser à telle heure, à tel jour. Mais ça, ce ne sera jamais suivi, monsieur. Vous le savez très bien que ce n'est pas possible de le suivre pour des gros encombrants. Okay. On est obligé de le faire avant. Bon, merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Donc, nous allons passer au deuxième sujet. Et merci beaucoup à l'intervention de tout le monde. Je pense que ce sera véritablement pris en compte. Et voilà. Ok, donc nous allons passer au deuxième sujet. Nous allons traiter de la sécurité dans le 15e. Je vais laisser les différents intervenants prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Un petit point, on est presque à la fin de l'année. Sur la délinquance dans le 15e arrondissement, mais particulièrement dans votre quartier. Vaugirard, vous avez 3 sujets depuis le début de l'année. Le premier, ce sont les cambriolages, comme l'année dernière. Vous êtes surreprésenté dans les cambriolages dans l'arrondissement. Le deuxième sujet, ce sont les vols à la tire, plutôt dans les transports en commun. La ligne 62 passe par là, les lignes de métro. C'est le deuxième sujet pour le quartier Vaugirard. Et le troisième sujet, ce sont les voitures stationnées dans la rue et qui font l'objet de vols à la roulotte ou de vols de voitures. Voilà, ce sont les 3 sujets délinquants qui vous concernent particulièrement. Vous êtes un grand territoire, Vaugirard, et c'est la raison pour laquelle vous êtes numéro 1 de l'arrondissement en termes de vol par effraction. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Toutefois, le phénomène est contenu. Ça veut dire que cette année, il augmente très légèrement de 2%. Mais il avait connu une forte baisse l'année dernière. Cela étant dit, l'action de mes services concernant les cambriolages, elle est double. C'est la présence de la BAC sur les secteurs qui sont victimes régulièrement de cambriolages. Donc le quartier Vaugirard, je vous le dis, en fait partie. Et le deuxième axe, c'est le travail des enquêteurs sur la base de vos plaintes et des images des caméras de vidéoprotection. Il y a 8 mâts sur votre quartier. Il y en a 2 qui doivent arriver prochainement. Ils seront en périphérie de votre quartier. C'est au métro Lourmel et au métro Boussicot. L'activité sur votre territoire, elle est soutenue. Nous avons réalisé de très nombreuses interpellations sur votre quartier, de cambrioleurs, mais aussi de livreurs de produits stupéfiants. Et on développe comme ça ainsi une activité importante. Par exemple, sur la voie publique, et je crois que quelqu'un dans la salle peut témoigner au premier rang, c'est la lutte contre les ventes à la sauvette autour de la porte de Versailles. Je sais qu'il y a encore bien sûr des vendeurs de fruits et légumes. Nous nous y attelons. Mais s'agissant de ces vendeurs qui polluent l'espace public devant le parc des expositions, c'est une lutte quotidienne. Dès lors qu'il y a des salons importants,
j'organise des dispositifs qui permettent de lutter contre ces occupations illicites de l'espace public. Sur l'ensemble de l'arrondissement, quand même, quelques mots. Cette année, la délinquance augmente, pas que sur votre territoire, mais également sur l'ensemble de l'arrondissement. Mais il faut comprendre que l'année 2024, c'était une année atypique, avec, vous savez, des renforts très très nombreux de policiers pour la période de Jeux Olympiques. Et puis votre quartier était particulièrement concerné avec les dispositifs très lourds de policiers autour du site Arena Sud, c'est-à-dire la porte de Versailles. Donc voilà, ces hausses sont à relativiser puisque l'année 2024 était atypique et historique même. 2 mots s'agissant de la prévention de la délinquance. Voilà, donc ayez conscience que les cambrioleurs qui visent vos appartements travaillent le jour. La nuit, ils s'occupent des commerces. Il y a peut-être des représentants des commerçants, mais sur Vaugirard, les vols dans les commerces ont baissé de 40% au cours de l'année 2025. Donc c'est sensible. Il y a eu une grosse action visant la protection des commerces la nuit. Il doit y avoir aussi une grosse action, mais vous comprendrez que c'est plus difficile à travailler puisque le jour, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'allées et venues. Et c'est là que je vous sollicite parce que nous avons besoin de vos signalements. Lorsque vous êtes dans votre quartier et que vous constatez qu'il y a des allées et venues inhabituelles ou anormales, n'hésitez pas. Vous ne nous dérangerez jamais. Vous faites le 17 police secours et vous signalez un individu, 2 individus suspects qui entrent et qui sortent, que vous ne connaissez pas, dans l'immeuble en face de chez vous. C'est un peu ce dispositif des voisins vigilants dont peut-être M. Samama parlera tout à l'heure, mais voilà, qui est un dispositif qui permet de créer cette solidarité entre riverains et qui permet de signaler aux autorités ces gens qui peut-être s'intéressent à vos biens. Voilà, donc ça se passe le jour pour vous. Les créneaux, c'est 10h midi, 14h, 16h. Il suffit de 5 minutes. Vous vous absentez pour aller à la pharmacie, vous revenez et votre appartement a été visité. Donc voilà, je vous le demande encore une fois, voilà, soyez vigilants, fermez bien vos portes à clé, claquez pas seulement vos portes, ne mettez pas les clés, j'ai encore des affaires comme ça dans vos boîtes aux lettres ou sous le tapis. Vraiment, évitez absolument ce type de procédés qui peuvent vous faire gagner 5 minutes, mais qui vous font parfois perdre des souvenirs inestimables. Ensuite, le deuxième axe de prévention pour vous, extrêmement important, ce sont les escroqueries encore aux cartes bleues, les escroqueries dites au halo. Voilà, c'est un faux conseiller bancaire. Encore hier, j'ai eu une escroquerie importante, c'était vendredi, on en a parlé, M. Goujon, avec un préjudice très important. Une dame âgée s'est faite délester de 100 000 euros. À la fois l'espèce, mais à la fois des bijoux. Voilà, c'est un faux conseiller bancaire. Sur votre téléphone, il est écrit BNP Paribas. Vous pensez que c'est votre banque. Vous êtes en confiance. Il y a quelques éléments de vie privée, vous savez, qui ont été aspirés dans des systèmes d'information, enfin, quel qu'il soit. France Travail récemment qui a été piraté. Voilà. Et puis, donc, on a vos coordonnées et ça vous rassure. Et donc, vous écoutez ce qu'on vous raconte. Et puis, le conseiller bancaire vous dit je vous envoie un coursier pour récupérer votre carte bancaire qu'on va mettre à l'abri, qu'on va découper, etc. Mais mettez aussi à l'abri vos objets de valeur. Ça n'arrive pas qu'aux personnes âgées, vraiment, attention. Voilà. Donc si vous avez un doute, là encore, n'hésitez pas une seule seconde. Faites le 17. Je suis en relation avec une dame du quartier de Brassens qui a eu un doute comme ça, qui a appelé la plateforme, enfin qui a fait le 17, qui a été orientée vers la plateforme des appels non urgents. Et c'était un faux policier qui appelait et qui se faisait passer pour le commissaire Merchy. Voilà. Et en fait, donc, je lui ai dit au téléphone que c'était bien moi. Et donc là, je suis en relation avec elle. Si jamais les escrocs se présentent en bas de chez elle, on se fera un plaisir de leur passer les menottes. Voilà, donc vraiment, ces 2 points-là, essayez vraiment d'être prudent là-dessus. Quand vous avez un doute et que vous estimez que ça ne mérite pas le 17, contactez-nous, contactez le commissariat, la cellule d'écoute et de traitement de doléances. C'est le major Pascal Briand. Il a une équipe de 2 policiers avec lui, ils sont 3. Et tout prochainement, on a une policière très expérimentée qui vient du 20e arrondissement et qui viendra renforcer les rangs de cette cellule d'écoute et de traitement des doléances. Ils sont joignables par mail, ils vous répondent sous 24 heures en jour ouvré. C'est écoute15@intérieur.gouv.fr.
Écoute 15, j'ai pris un petit flyer avec moi, vous pourrez le prendre en photo tout à l'heure. Voilà, mais c'est extrêmement précieux pour nous, puisque c'est sur la foi de vos doléances que nous orientons nos patrouilles, que nous diligentons des enquêtes. On vous propose, lorsqu'il y a une qualification pénale, une plainte sur rendez-vous, même si vous êtes très nombreux sur Vaugirard à avoir opté pour le dispositif de la plainte en ligne. Voilà quelques données. J'entendais M. Pinel donner plein de chiffres. Moi aussi, j'aime beaucoup les chiffres, mais je ne veux pas vous enquiquiner outre mesure avec ça. Mais par exemple, vous êtes venu déposer plainte 1000 fois le quartier Vaugirard depuis les débuts de l'année. Ça représente 10% des plaintes déposées sur l'arrondissement. Et un tiers de celles-ci ont été déposées sur plainte en ligne. Voilà, c'est très pratique. Vous pouvez, encore une fois, nous signaler l'ensemble des infractions dont vous avez été victime, à condition qu'il s'agisse d'atteinte aux biens avec un auteur inconnu. Donc, classiquement, vous n'avez plus votre portefeuille, vous sortez du métro, vous n'avez plus votre portefeuille, on vous l'a soutiré, déposez plainte en ligne, voilà, un vol à la tire, et vous faites intégralement votre démarche en ligne. Ça arrive chez nous, bien sûr, au commissariat. Et puis, nous essayons de faire des rapprochements et de orienter nos patrouilles. Récemment encore, nous avons fait une affaire sur la ligne 62 avec des voleurs à la tire spécialisés qui détroussent les gens très discrètement dans le bus. Voilà, donc peut-être qu'on n'attrape pas votre voleur, mais en tout cas, ça nous donne de la connaissance sur l'heure, le créneau, la zone géographique de travail des délinquants, et ça, c'est très précieux pour nos patrouilles. Voilà, sans être beaucoup plus long, voilà, retenez écoute 15 @intérieur.gouv.fr pour échanger en direct avec des policiers, vos policiers qui sont au commissariat central du 15e arrondissement, 250 rue de Vaugirard. Et puis je ne peux pas relâcher le micro sans annoncer quand même une bonne nouvelle, puisque le mois prochain, 14 nouveaux policiers arriveront au commissariat du 15e arrondissement. C'est une excellente nouvelle et ça porte un solde très positif pour l'année 2025. Et d'ailleurs, je tiens à remercier bien sûr Philippe Goujon qui a beaucoup agi pour que j'obtienne ces renforts-là, et je tiens à le remercier ici. Merci. Oui, bonsoir. Donc, je suis Monsieur Tempier, je suis le nouveau directeur de la division territoriale de la police municipale du 15e arrondissement. Donc, j'ai été nommé avec l'accord de Monsieur le maire au mois de juin comme adjoint et au mois de septembre comme directeur de la division territoriale. Alors, c'est quoi la division territoriale de police municipale du 15e arrondissement? Donc, c'est au total 186 effectifs. Alors, vraiment sur l'espace public, c'est 71 gardiens de police municipale et 75 agents d'accueil et de surveillance et espace vert. Espace vert, mairie et une dizaine de médiateurs. Voilà. Sur l'espace public, c'est ces chiffres-là. Au total, sous mon autorité, j'ai 185 effectifs. Donc, pour ma part, j'ai été nommé en 2023 directeur de police municipale, après une formation de 11 mois sanctionnée au Centre national de formation de la fonction publique territoriale de Pantin. Donc, je suis le premier directeur de police municipale nommé sur le 15e arrondissement. Alors, on est une police municipale jeune, hein, qui a été créée en 2021. Donc, on va fêter nos 4 ans d'existence cette année, en 2026. J'ai donc, après 13 années sur le 18e, j'ai choisi de rejoindre votre arrondissement. Donc, la PMP, c'est avant tout une convention de coordination. Donc, par rapport à la police nationale, c'est avant tout une police du quotidien. Au niveau de la doctrine, nous ne sommes pas une police, il n'a pas été choisi une police d'intervention. On est avant tout une police du quotidien, joignable 24 heures sur 24. Donc les numéros, je pense que vous les connaissez, c'est le 3975. Ça peut être aussi l'application DMR, ça peut être aussi l'application Solène. Donc Solène, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une nouvelle application qui est sur Intraparis. Il faut ouvrir un compte.
Et après, vous avez accès à une fiche de signalement où vous pouvez donner vos signalements d'incivilité, de tout ce qui concerne les compétences de la police municipale. Et j'ai un cadre qui est sur cette application et qui relève vos signalements, qui nous servent bien sûr à la programmation quotidienne de nos équipages. Donc nos équipages, c'est en moyenne, on va dire 8 équipages. Donc la présence d'une division territoriale sur l'arrondissement, c'est de 7h à minuit. En gros, bien sûr, on ne prend pas en compte les briefings, les perceptions d'armement, d'équipement, etc. Donc c'est une présence de 7h à minuit. Et en dehors de ces horaires, vous avez des divisions d'appui qui sont également sur l'espace public, qui sont centralisées, auxquelles je peux faire appel, et qui ont une programmation sur l'ensemble du territoire parisien. Aussi bien en soirée, en nuit, en matinée, le week-end. Donc des divisions d'appui qui représentent également un très gros effectif et qui viennent renforcer notre action en dehors de nos horaires d'activité. Donc c'est effectivement des missions principalement donc de proximité, police du quotidien. Donc ça va se faire à pied, en VTT. Et en matière de patrouille VTT, on est particulièrement bien servi au niveau de la DT 15. J'ai un bel effectif, une belle brigade de VTTistes. Donc nos missions. On est sur des missions de surveillance des équipements municipaux. Donc ça peut être les espaces verts et en relation aussi avec les autres divisions territoriales de l'arrondissement, avec qui on est en relation permanente et qui nous donnent leurs priorités. Donc les priorités aussi, elles me sont données par l'autorité fonctionnelle que représente monsieur le maire du 15e arrondissement, avec lequel nous rédigeons une feuille de route territoriale qui me donne mes priorités au niveau de la programmation. Et monsieur, bien sûr, Anthony Samama, adjoint à la sécurité et à la police municipale. Donc c'est aussi un déploiement dans les établissements scolaires sensibles, notamment à la rentrée scolaire, où je me suis déployé sur l'ensemble des établissements sensibles du 15e arrondissement, par une présence visible. Ce sont les marchés, avec une assermentation au règlement des marchés des couverts alimentaires. Ce sont les manifestations à caractère festif. Donc vous avez pu nous voir sur, par exemple, les 10 km du 15e arrondissement. Vous avez pu nous voir sur le festival Brassens, dans le parc Brassens, même si là je suis en train de parler bien sûr de l'ensemble de l'arrondissement. Sur le défilé des enfants d'Halloween sur la rue Saint-Charles, sur le parc de l'Étrange en renfort, sur la rue Ballard. Récemment, ça c'est des déploiements récents. Donc on a aussi le stationnement gênant et abusif, qui fait partie d'une programmation spécifique sur certains équipages. Donc le stationnement abusif, c'est au-delà des 7 jours, c'est tout ce qui est ventouse. Le stationnement gênant, alors on ne fait pas le payant. Vous savez que le payant maintenant sur l'ensemble du territoire parisien est donné à des sociétés privées. Donc c'est un marché avec le forfait post-stationnement. Nous, on s'occupe du stationnement gênant. Donc ça va être le stationnement en dehors du payant, tout ce qui est stationnement pleine voie, stationnement sur trottoir pour les 2 roues motorisées. J'ai quelques chiffres à ce niveau-là. Et la régulation du déplacement en général. Donc c'est la mise en place d'opérations de contrôle. Ça peut être avec cinémomètre, avec sonomètre. Donc sonomètre, c'est quoi? C'est les nuisances sonores abusives des 2 roues motorisées, par exemple. Cinémomètre, c'est des contrôles vitesse excessive sur certaines avenues. Et bien sûr, les nuisances sonores en soirée. Donc ça, c'est sur signalement. C'est des établissements sensibles qui nous sont signalés par différents élus et aussi par Solène. Par contre, on ne va pas être compétent sur les nuisances en provenance d'une habitation privée. On est compétent par contre sur les nuisances originaires d'un établissement professionnel. Donc à l'intérieur d'un espace privé. Là, c'est un service spécial qui s'appelle le BAMP, le Bureau d'action des nuisances professionnelles, qui va intervenir. Et ça se fait aussi sur intranet par un signalement sur fiche, auquel vous avez accès. Comment se crée un compte Solène? Sur l'intraparis, il faut que vous créiez un compte. Et après, vous avez accès à paris.fr, c'est ça. Okay. C'est une application qui est en service depuis 2 ans maintenant,
qui permet de faire un signalement plus complet par rapport à DMR. Donc, on a une convention de coordination qui est rédigée avec la préfecture de police et qui notifie nos missions, mais aussi les missions sur lesquelles nous n'avons pas de compétences. Donc, par exemple, la lutte contre le trafic de stupéfiants, la criminalité organisée, la grande délinquance. Intervenir pour des délits ou des crimes. Donc ça, c'est dans la limite du flagrant délit aussi. Hein. Bien sûr, on est en uniforme sur l'espace public. Et si on est requis pour un délit, on interviendra, hein, bien évidemment. Mais ce n'est pas l'essence de notre mission. Ce n'est pas notre programmation première. Mais bien sûr, on va intervenir. On est en tenue d'uniforme, on est assermenté, on va intervenir sur un délit. Lutter contre la petite et moyenne délinquance, c'est identique. Hein. Ce n'est pas l'essence de notre programmation, mais on interviendra. Donc après, voilà, je ne reviens pas, mais menace contre la menace extérieure et le terrorisme, ça, vous doutez bien que ce n'est pas la mission de la police municipale. Hein. Donc bien sûr, la police nationale reste la police qu'il faut appeler, comme l'a rappelé le commissaire, par le 17, en cas de délit. Voilà, c'est quand même la police d'intervention. Voilà. Donc, pour revenir sur la police municipale en général, donc c'est 17 divisions sur Paris et des divisions d'appui, comme je l'ai dit avant. Donc, assurer la tranquillité des Parisiennes et des Parisiens aux heures utiles. Donc, c'est en soirée. À noter que sur le 18e, on a une très belle brigade de soirée qui est programmée. Sur le 15e. Oula. Excusez-moi, j'ai fait 13 ans sur le 18e. Donc là, j'ai déménagé depuis le mois de juin. Donc, on a une très, très efficace brigade de soirée qui officie de 16h à minuit et qui est très active, là, un petit peu plus sur une action d'intervention, on va dire, sur les nuisances sonores et, on va dire, un petit peu plus sur l'intervention. Donc, réaffirmer l'engagement de la police municipale sur l'assistance au public vulnérable. Effectivement, j'ai une nouvelle brigade qui s'appelle la cellule technique d'intervention sur les personnes à la rue, qui est une première phase d'intervention sur les personnes à la rue pour faire un diagnostic social et éventuellement, en respect de la doctrine et de la boîte à outils sociale qui est donnée par ma direction centrale, si on est dans une situation gênante, par exemple une sortie de secours ou une insalubrité, on peut éventuellement, par de la médiation ferme, faire déplacer les personnes. Mais on est avant tout là pour faire un diagnostic social. Et au-delà d'une certaine importance du campement, on retransfère à l'unité d'assistance aux sans-abri qui dépend de la mairie centrale et de la direction centrale. Donc quand on parle de campement, en fait. Prévenir les conduites à risque chez les jeunes. Donc ça, c'est des interventions essentiellement dans les établissements scolaires. Notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais le plan couteau, le plan RIX. Voilà, donc on intervient aussi bien en primaire, au collège, auprès des jeunes, pour faire de la prévention. Donc ça, c'est aussi des gardiens de police municipale qui interviennent, mais aussi des médiateurs, parce que, comme je vous l'ai dit avant, j'ai une brigade de 10 médiateurs qui vont au contact des jeunes sur l'espace public. Et leur mission principale, c'est justement la prévention des RIX. Donc quelques chiffres. Donc en matière de mission planifiée, lutte contre les incivilités, ça a été le sujet tout à l'heure, vous êtes quand même bien servi au niveau de votre conseil d'arrondissement. On est à 13%, presque 14% de planification concernant la lutte contre les incivilités. Pour la tranquillité publique, on est à 8%. Voilà, stationnement gênant, 11%. Donc on est déjà bien sur 10 conseils de quartier. On est au-delà de la moyenne. Sécurisation, voilà, un peu moins. Voilà, quelques chiffres. Ça, c'est de la planification de mission. Hein. C'est pas des chiffres de verbalisation. Sur les chiffres. Donc voilà, quelques chiffres en nombre de PV, stationnement gênant, vous êtes à 14%. Si vous avez des questions sur les thématiques de verbalisation, je vous le laisse un peu.
donc amplifier la surveillance des espaces verts. Donc je suis en permanence en recrutement d'agents d'accueil et de surveillance pour augmenter notre déploiement. Vous avez la chance d'avoir de nombreux espaces verts sur le 18e et j'ai le 15e. Et j'ai un des plus gros effectifs sur le territoire parisien en matière de brigades espaces verts, de surveillance espaces verts. J'ai 4 brigades. Et au total, je crois 60 agents, 60 agents d'accueil et de surveillance des espaces verts. Donc je suis en permanence en train de recruter, et avec succès récemment, là. Et bien sûr également pour la police municipale. Là par contre j'ai moins... peut-être que M. Samama en dira 2 mots, mais j'ai moins la main sur les affectations en matière de police municipale. Par contre, je recrute moi-même auprès d'autres DT, et notamment, là je vais le dire, le 18e, où par connaissance j'ai réussi à faire revenir quelques agents, notamment VTTistes du 18e vers le 15e. J'en ai déjà recruté 3 au total. Donc là, ça sert quand même de venir du 18e et d'avoir 10 ans déjà, d'avoir été en poste 10 ans sur le 18e. Voilà, sinon, je vais faire plus court. Alors, lutte contre les incivilités. Donc voilà, présentation irrégulière sur la collecte. Vous savez que vous avez un créneau quotidien pour sortir les poubelles sur l'espace public en matière de salubrité. Donc il y a une compétence de verbalisation contraventionnelle là-dessus. Les étalages des terrasses, bien sûr. Les dépôts sur la voie publique, avec la nécessité d'identifier ces dépôts. Il y a une dame tout à l'heure qui s'étendait beaucoup sur la question. Donc le blocage, ça va être l'identification de ces dépôts. Alors bien sûr, les gens ne déposent pas devant un policier municipal en uniforme, ils déposent. Donc la flagrance contraventionnelle, elle est quasi impossible à établir. Donc on passe sur signalement, et malgré que... Bien qu'on n'ait normalement pas le droit de faire d'enquête, on fait quand même une petite enquête de voisinage, notamment sur les chantiers quand on tombe sur des dépôts de gravats. Bien sûr, on fait une petite enquête de voisinage pour identifier la société, si c'est des travaux à proximité, bien sûr, si ce n'est pas un dépôt sauvage. Et pareil, sur des dépôts sauvages, je ne vais pas trop le dire, mais on fouille un peu les dépôts pour essayer d'identifier. Mais bon, il ne faut pas que je dévoile Voilà, il ne faut pas révéler les modes d'identification. Voilà. Donc encadrer et sécuriser les événements parisiens ou locaux, c'est ce que je disais tout à l'heure. On était récemment sur plusieurs manifestations festives sur le 15e. Voilà, si vous avez des questions. Pardon. Excusez-moi. Merci. Oui, quelques mots avant de passer la parole à mon adjoint pour compléter tout ça. Pour dire que, moi je suis très heureux que nous ayons 2 corps de police dans le 15e et à Paris d'ailleurs. La police nationale, bien sûr, c'est la préfecture de police depuis toujours. Et puis, depuis quelques années, un corps de police municipale que j'appelais de mes voeux depuis 2001. Donc ça fait 25 ans que je souhaitais qu'on ait un corps de police municipale dans le 15e, que refusait la ville de Paris, mais qui finalement a changé d'avis, et tant mieux, et qui a accepté de créer, après 2020, une police municipale. Cette police municipale fait tout ce qu'elle peut avec les effectifs et les compétences qui sont les siennes. Mais pour moi, c'est totalement insuffisant. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut, d'une part, que cette police ait des compétences supplémentaires. Alors, eux, ils ne peuvent pas se les donner eux-mêmes, et donc ils sont exonérés de cette faute, si je peux dire. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, il y a dans les tuyaux au Parlement une loi qui est issue de ce qu'on appelait le Beauvau des polices municipales, c'est-à-dire une réunion avec les corps de police municipale, les syndicats, ministère de l'Intérieur, etc., pour renforcer, comme le demandent tous les maires, évidemment, les compétences, les responsabilités des polices municipales partout en France, pour que ces polices municipales puissent opérer des contrôles d'identité, au moins des relevés d'identité, pour qu'ils puissent faire des fouilles, pour qu'ils puissent verbaliser, par exemple, l'usage de stupéfiants, pour qu'ils puissent aller plus loin en matière de délinquance routière, etc., etc. Donc beaucoup de compétences qu'ils n'ont pas actuellement et que demain, ils auront si cette loi est adoptée par le Parlement et promulguée. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il est nécessaire d'avoir
une loi pour obtenir des compétences supplémentaires pour cette police afin qu'elle soit davantage, et ça, moi, c'est ce que je demande, et c'est actuellement pas la position de la ville de Paris, que ce soit une police d'intervention. Moi, je pense qu'une police est une police, quand une police est créée, c'est pour agir contre la délinquance. Bien sûr, c'est bien de voir les étalages, les terrasses, les dépôts d'ordures sauvages, il faut verbaliser tout ça. Mais la première priorité numéro 1, c'est la tranquillité publique, c'est-à-dire la sécurité des personnes sur la voie publique. Et je pense que la police municipale doit être une force complémentaire d'action par rapport à la police nationale, dont c'est le rôle principal, bien sûr. Il y a la police nationale avec ses missions de lutte contre la criminalité, contre la grande délinquance, en matière d'ordre public, de lutte antiterroriste. Très bien. Ça, c'est les compétences de la police nationale. Et puis, la police municipale doit s'occuper de gérer la tranquillité publique, c'est-à-dire tout ce qui est désordre de voie publique, tout ce qui vous gêne au quotidien. Excusez-moi, ce qui gêne les gens, c'est pas qu'il y ait un cambriolage de banque, tout le monde s'en fout, hein, mais c'est que, sauf les banquiers, mais c'est tout ce que vous pouvez avoir comme difficulté sur la voie publique, vous faire agresser, être au contact d'une bande, avoir des rassemblements intempestifs dans les halls d'immeubles, enfin, toutes ces choses-là qui doivent être régulées par la police municipale principalement. Alors pour ça, bien sûr, il faut qu'elle ait des compétences supplémentaires, il faut qu'elle soit armée, me semble-t-il, en tout cas une partie d'entre elles, parce que Paris, qui est la ville la plus criminogène de France avec Marseille, ne peut pas avoir des policiers en uniforme sur la voie publique sans être armés, ne serait-ce que pour leur propre sécurité. D'ailleurs, là je parle en mon nom, hein, je n'engage pas le chef de la police municipale du 15e en disant ça, bien sûr, mais cette police doit être armée parce que toute uniforme sur la voie publique est une cible, déjà pour leur propre sécurité, mais aussi parce que c'est plus dissuasif par rapport à une intervention. Mais il peut très bien se passer qu'une patrouille de la police municipale tombe dans la rue sur une équipe de criminels qui, voyant des uniformes de police, lui tirent dessus. Ben, ils n'ont rien pour se défendre, hein, rien du tout, sauf une bombe lacrymogène et encore pas d'une grande capacité. Si, bon, mais bon. Mais enfin, ils n'ont même pas de taser, vous voyez, pour immobiliser un individu dangereux. Donc ils y vont avec leurs petits bras et puis avec une bouteille de gaz. Donc voilà, ça c'est un vrai sujet. Et enfin, bien sûr, qu'elles soient plus nombreuses. Aujourd'hui, il y a un peu plus d'1 millier peut-être policiers municipaux dans Paris, peut-être 2000 maintenant. 2800, oui. C'est vrai que l'objectif de la mairie, c'était d'aller à 3000. Moi, je pense sur Paris, une police municipale minimum, c'est au moins 5000. Et quand je dis 5000, c'est 5000 policiers municipaux. J'exclus les AES, enfin les gardiens de square et les agents d'accueil. Voilà, c'est ça. Donc, c'est 5000, donc il faut au moins la doubler, ne serait-ce que pour pouvoir assurer un certain nombre de patrouilles dans nos arrondissements de façon suffisante, de jour comme de nuit, enfin le soir notamment. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, la police nationale, c'est un peu le même sujet d'ailleurs, hein. Comme pour la propreté, il nous manque des policiers. Moi, je considère qu'il nous manque environ 80 policiers. Il nous manque 80 ouvriers nettoyeurs et 80 policiers dans le 15e. Alors c'est vrai, et je vous remercie de l'avoir cité, j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur précédent, parce qu'il faut faire vite pour rencontrer des ministres, parce que quand vous demandez un rendez-vous à un ministre, c'est son successeur que vous voyez. Donc c'est assez compliqué. Et au préfet de police qui a bien voulu renforcer les effectifs du 15e en affectant aux 2 promotions de septembre et de décembre une petite trentaine de policiers supplémentaires sur le 15e, ce qui va permettre, bon, il faut tenir compte des départs aussi, mais ce qui va permettre d'affecter davantage d'effectifs sur le terrain. Je pense aussi qu'il faut être beaucoup plus se perfectionner dans l'utilisation des caméras de vidéoprotection. J'en suis l'initiateur, si je peux dire, il y a très longtemps. Et aujourd'hui, je pense aussi que nous devons avoir 3 à 5 fois plus de caméras sur la publique, ne serait-ce que pour effectuer de la vidéopatrouille, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Si vous avez un individu cagoulé qui vous agresse sur la publique, ou pas cagoulé ou pas d'ailleurs, et qu'il est pris par une caméra, avec sa cagoule, évidemment, il faut le suivre de caméra en caméra dans sa fuite, de façon à pouvoir un peu plus loin l'intercepter, l'interpeller ou le filmer et puis voir son visage. Donc il faut pour ça qu'il y ait une densité de caméras que nous n'avons pas du tout aujourd'hui. Autant dans le réseau ferré, métro, etc., on a 10 000 caméras, ce qui est assez considérable. Sur la République, on en a 7 ou 8 fois moins.
Donc ça aussi, c'est insuffisant. Et je pense que aussi ces caméras, et on y viendra, vous savez, quand j'ai proposé les caméras de voie publique en 2004, on me traitait d'hystérique sécuritaire. Aujourd'hui, plus personne ne conteste pratiquement les caméras. Je pense qu'aujourd'hui, sans aller jusqu'à la reconnaissance faciale, il y aura encore des étapes avant cela, mais il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des caméras algorithmiques, parce que quand vous avez un mur d'écran devant vous, les caméras, elles filment tout. Et c'est le policier qui, avec ses manettes, décide de voir telle ou telle image. Il faut qu'avec les caméras intelligence augmentée, eh bien, aussitôt qu'il y a un incident, un événement sur une caméra, que ça puisse être aussitôt sélectionné pour être mis sur le mur d'image, vous voyez. Donc, et ça permettrait d'avoir beaucoup plus d'efficacité. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr. Mais il y a aussi un acteur qui est totalement absent aujourd'hui, et je le regrette d'ailleurs, parce qu'il a signé aussi le contrat parisien de sécurité, les contrats locaux de sécurité. Vous voyez, on a un contrat local de sécurité du 15e, comme dans chaque arrondissement, qui fait une 50aine de pages avec une trentaine ou une quarantaine de fiches actions très, très opérationnelles, très concrètes. C'est la justice. La police sur le terrain, très bien, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas une répression pénale qui soit suffisante. On ne demande pas de mettre tous les gens en prison pour toute leur vie, mais enfin, on sait bien que la sanction pénale aujourd'hui, ça je n'engage que moi-même, mais je le dis, est totalement insuffisante. Et je sais très bien ce qui se passe avec les interpellations qui ont lieu dans le 15e, puisque j'ai des fiches de police à peu près tous les jours. Et on travaille vraiment main dans la main avec le commissaire de police, et je le remercie de son efficacité, de la qualité de son action et de celle de ses effectifs. Mais bien souvent, les affaires sont classées sans suite. C'est inacceptable. Les affaires sont classées sans suite. Et je pense que, je l'ai dit d'ailleurs à la procureure de la République de Paris, je dis, mais vous êtes incapable de traiter les contentieux de masse. Or, ce qui gêne les habitants, c'est les contentieux de masse. C'est les petits vols sur la République, c'est toutes ces choses-là. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a trop d'affaires. Et donc, la justice classe, même des affaires de drogue. C'est très compliqué. Donc là, je dis simplement qu'il est nécessaire aussi qu'il y ait une modification de l'action de la justice qui aille dans un sens beaucoup plus répressif. Et puis nous avons, ça c'est vraiment très très grave, une délinquance des mineurs de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, avec des gamins de 12-13 ans. On voyait, tiens, vous aviez interpellé il y a quelques jours, mais en garde à vue, un gamin de 13 ans, 12-13 ans, 13 ans, qui s'amusait à faire des tirs de mortier d'artifice sur des gens, quoi, à tir direct. Voilà, donc ça, c'est insupportable. Alors, on a tout un dispositif aussi concernant la délinquance des mineurs, parce qu'il y a la répression, mais aussi la prévention. Nous avons un dispositif avec des cellules, des structures qui permettent de suivre individuellement les cas d'enfants en difficulté, notamment dans leurs écoles, parce que c'est d'abord avec l'absentisme scolaire qu'on voit quand les élèves décrochent de l'école, c'est le premier pas vers la délinquance. Donc c'est là qu'il faut essayer tout de suite de les récupérer, les rattraper par la manche. Donc nous avons une cellule d'échange nominatif qui réunit la police, la justice, l'éducation nationale, la ville de Paris, etc., et qui traite les cas, une trentaine à chaque fois d'ailleurs à peu près, de mineurs en grande difficulté qu'il faut absolument suivre individuellement. C'est du travail de dentelle quand même. Puis bien sûr, je pense que là, il y a aussi des choses à faire en matière de modification de la législation sur les mineurs. Mais je ne voudrais pas en dire plus pour laisser la parole peut-être à mon adjoint, si la présidente y autorise, pour compléter ce que je disais. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire long. L'objectif, c'est de vous laisser rapidement la parole pour répondre à vos questions. Simplement 2-3 points. Moi, j'ai sans doute une liberté de parole un peu plus grande que M. Tempier. Et comme l'a évoqué le maire, on a la chance d'avoir dans le 15e arrondissement un maire qui ait fait de la sécurité sa priorité numéro 1. C'est vraiment l'objectif numéro 1 qu'on a. Ce n'est pas le cas à la ville de Paris. Alors certes, elle a créé la police municipale, mais malheureusement, elle ne fait pas de la police municipale telle qu'on l'imagine sa priorité absolue. Donc nous, on essaye de faire ce qu'on peut avec nos moyens pour essayer de renforcer au maximum la sécurité des habitants du 15e arrondissement. C'est notre priorité absolue et singulièrement dans votre quartier. Je voulais juste revenir sur 2-3 points qui ont été évoqués. Sur les caméras de vidéoprotection, il y a 3 nouvelles caméras de vidéoprotection qui nous sont allouées d'ici la fin de la mandature, d'ici l'année prochaine, 2026. Sur ces 3, il y en a 2 qui sont dans votre quartier.
métro Lourmel, métro Boussicot. Sur les nouveaux policiers, on l'a évoqué, 30 nouveaux policiers grâce à l'abnégation du maire et de M. Merchy. Dans la police municipale, c'est 6 nouveaux policiers municipaux qui sont en train d'arriver dans le 15e, et notamment dans l'équipe de soirée. On a la première équipe de soirée de tout Paris. C'est l'équipe la plus nombreuse. C'est une équipe qui est au contact pour des missions de sécurité, parfois conjointement avec la police nationale et le GPIS. Et donc, c'est une équipe qui marche extrêmement bien. Autre singularité du 15e arrondissement, on est le seul arrondissement à avoir fait des problématiques liées aux personnes à la rue une priorité également. Il y a énormément et de plus en plus de marginaux, de personnes à la rue, avec des cas très différents parfois. Il y a évidemment des cas qui nous font tous souffrir et qui appellent à une réponse d'ordre social, mais il y a aussi, et il faut le regarder en face, des personnes qui crachent, qui insultent, qui sont alcoolisées à longueur de journée et qu'il faut traiter comme des délinquants. Et donc on a pour cela créé avec la police municipale une équipe dédiée exclusivement à cela. Ils sont 3, ils patrouillent toute la journée dans le 15e pour les recenser, pour aller à leur contact et en fonction de la problématique, les orienter vers la bonne personne, soit les expulser de là où ils sont, soit les orienter vers la police nationale pour les emmener en cellule de dégrisement, soit les emmener vers un accompagnement social. Et je salue mon collègue Henri qui traite de cette question à mes côtés. Et enfin, une autre singularité que je voulais souligner dans le 15e arrondissement aussi, on est le premier arrondissement à avoir lancé une application qui s'appelle Voisins vigilants et solidaires, toujours pour essayer d'aller plus loin dans la volonté de renforcer la sécurité des habitants du 15e, que je vous invite tous à télécharger cette application. Cette application, c'est quoi? C'est une application qui vous permet de manière cartographiée de voir toutes les problématiques liées à la sécurité que vous allez pouvoir peut-être rencontrer autour de chez vous et faire appel à la vigilance de chacun. Vous voyez une bande qui traîne en bas de chez vous, vous mettez une alerte sur voisins vigilants et solidaires, ça nous les remonte, à nous ainsi qu'au commissariat de police, et je salue M. Merchy pour son travail avec moi sur cette application, mais ça alerte aussi vos voisins. Un exemple très concret, on a parlé des escroqueries à la carte bancaire. Si quelqu'un toque à votre porte pour essayer de vous vendre un faux calendrier en se faisant passer pour un pompier, soit vous le mettez une alerte sur voisins vigilants et solidaires, soit vous appelez la police. Il faut évidemment appeler la police, mais le temps qu'elle vienne, peut-être que cette personne sera déjà partie et elle aura commis ses méfaits auprès d'un de vos voisins. Là, en l'occurrence, vous prévenez tous vos voisins, ils reçoivent une notification, ils savent qu'il ne faut pas ouvrir, c'est géolocalisé, donc on sait que ça touche directement les bonnes personnes. Voilà un exemple très concret d'outils pragmatique, utile, qui vous permet de renforcer la solidarité et la sécurité de chacun et que nous suivons de très près pour avoir un maximum de remontées d'informations. On ne peut malheureusement pas être partout tout le temps et donc on a besoin de vous. Monsieur Merchy a évoqué écoute15@intérieur.gouv.fr, la cellule d'écoute et de traitement des doléances. Et donc notre objectif, c'est vraiment d'avoir le plus d'informations possible pour être le plus efficace possible et le plus à votre écoute possible pour répondre aux problématiques de sécurité que vous rencontrez. On va désormais vous donner la parole et répondre à vos questions. Des questions? On va prendre juste 2 questions. Donc je vais prendre une question du conseil de quartier et une question du public. Oui, une seule question par personne. On va passer sur voisins vigilants et solidaires, hein, puisqu'en fait, il y a 2 niveaux de voisins vigilants. Il y a voisins vigilants avec les décrets de 2011 où on accède directement à la police ou à la gendarmerie. Et puis, il y a voisins vigilants et solidaires qui, de façon un petit peu erronée, a une extension de site avec .org, alors que ça se base sur une entreprise lucrative en SAS, qui a été d'ailleurs recédée en 2023. Et donc, on voudrait peut-être avoir un petit peu plus de détails sur comment est financée cette entreprise, hein, puisqu'en fait, elle ratisse auprès d'une 1000 mairies ou d'autres. D'autre part, l'application qui est gérée par cette entreprise Voisins Vigilants, SAS, garde vos données 5 ans. La CNIL a très peu d'informations sur ces données que vous conservez, hein, que ce soit sur les personnes qui adhèrent à cette association. En plus, les mairies payent au fur et à mesure des SMS qui sont distribués. Et donc ça, c'est quand même un gros problème. Et d'autre part, dans ce qui a été mesuré, d'ailleurs des mairies qui sont sorties de ce système, dans ce qui a été mesuré, vous avez effectivement des données que les gens envoient qui ne devraient pas, puisqu'il y a un RGPD sur des signalements de religion, de couleur de peau, etc., etc.
Donc, ces données, évidemment, les gens qui sont ciblés ne peuvent pas savoir qu'elles sont ciblées, alors qu'elles devraient l'être, finalement. Donc, il y a quand même un gros problème, parce que vous dites que vous avez une charte éthique, mais apparemment, ce n'est pas le cas. Et depuis 2023, en plus, cette société SAS a été reprise par quelqu'un qui s'appelle Vianney. Excusez-moi. Oui, d'Alençon, qui est d'extrême droite. Voilà. Excusez-moi. Oui, je vais vous répondre. Vous avez déjà. Bon, attendez, excusez-moi, j'ai juste quelque chose à dire. S'il vous plaît, pour que, en fait, il puisse y avoir le calme dans la salle, il faut essayer de respecter les règles. Et là, j'ai très bien précisé parce que le temps est en train de filer, donc on est dans le conseil de quartier. Voilà, le but c'est de faire des questions courtes. Le but c'est de poser des questions pour obtenir en fait des informations, des questions courtes, s'il vous plaît. Donc, vous avez la parole pour pouvoir. Voilà, juste une question courte, s'il vous plaît, très claire, pour obtenir des informations. En fait, j'ai 3 questions courtes, alors on va être très court. La première, c'est que je découvre plein de sites, plein de numéros de téléphone, plein de trucs. Il serait peut-être bon, monsieur le maire, lors de la prochaine parution du journal de la mairie, de faire une fiche récapitulant tout ça, qu'on pourrait découper et mettre sur notre porte ou ailleurs, avec tous ces numéros, tous ces mails, tous ces trucs extraordinaires qui font que demain, on vivra quasiment les portes ouvertes. Merci en tout cas, mais ça serait très bien. Très rapidement, merci monsieur le commissaire, évidemment, pour les actions qui ont été menées, notamment sur la porte de Versailles. Il n'en demeure pas moins qu'il faudra quand même aller beaucoup plus loin sur ces ventes à la sauvette de billets lorsqu'on a le salon de l'agriculture ou la foire de Paris, sur lequel nous sommes gênés par tous ces gens qui retrouvaient rue Firmin-Gillot des sacs de dames ouverts parce qu'ils ont été vidés par XY, au-delà des ventes à la sauvette. Il y a quand même quelque chose à voir avec le parc des expositions. Je n'ai toujours pas compris comment ces billets pouvaient se trouver en libre circulation. Il y a un trafic très clair, enfin si j'ai compris, mais il y a un trafic sur lequel il faut quand même mettre un terme. Et dernier point, moi j'ai un peu peur de l'impact de la tour Triangle sur les transports en commun. Je vous explique. Actuellement, il y a la ligne 6 qui est en travaux, il y a plusieurs lignes qui sont en travaux. Regardez l'afflux sur le tram ce matin, hier, etc. C'est impossible. Et lorsque la tour Triangle sera là, comment ça va se passer dans les transports en commun véritablement, aussi bien sur le tram que les lignes de métro, avec derrière les risques, effectivement, de vol à la sauvette et compagnie. Ce n'est pas de votre ressort en direct. Il n'en demeure pas moins qu'on a quand même quelques inquiétudes. Il suffit de voir ce matin, il suffit de voir ce qui se passe actuellement sur la ligne de tram. C'est vraiment insupportable parce qu'il y a des travaux de la RATP, travaux bien légitimes. J'ai dit, Madame la Présidente. Sur Voisins Vigilants et Solidaires, merci Madame pour votre question. Il me semble que vous l'avez déjà posée, mais vous savez que la répétition est la mère de l'éducation, donc je vais me permettre de vous répondre à nouveau. Sur Voisins Vigilants et Solidaires, en effet, c'est 2 entrepreneurs qui ont racheté le nom commercial Voisins Vigilants et Solidaires, qui est équipé non pas dans 1000 communes, mais dans 10 000 communes. Et donc, en fait, il y a une continuité dans ce que vous décriviez jusqu'à 2011 et l'activité actuelle de ces entrepreneurs. Concernant les données, donc il y a une co-responsabilité de la commune et de Voisins Vigilants et Solidaires sur le traitement des données. Toutes les données sont hébergées sur un cloud souverain totalement français qui s'appelle Scalway. C'est d'ailleurs ce cloud qui héberge les données du ministère de l'Intérieur directement. Et il n'y a aucune commercialisation commerciale, il n'y a aucune utilisation commerciale des données. Quant au fait de parler de messages qui peuvent être à caractère raciste ou haineux sur cette plateforme, ils sont automatiquement censurés par 2 biais. D'abord par une lecture automatique à travers un outil d'intelligence artificielle qui censure immédiatement les messages qui sont postés et donc qui ne peuvent pas être communiqués auprès du grand public. Je précise évidemment que tout message d'ordre nominatif l'est également immédiatement censuré. Et deuxièmement, il y a une deuxième lecture, là faite par un humain, des personnes qui sont embauchées par cette société Voisins Vigilants et Solidaires et qui, toute la journée, sont chargées de modérer les propos qui sont tenus. Et donc, il n'y a sur cette plateforme aucun propos d'ordre haineux, racial, antisémite ou autre. Financement et résultats. Oui, je voudrais vous répondre sur la tour Triangle. Donc, le problématique de la RATP, des transports en commun que je connaissais bien dans le quartier. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, il y a les travaux du terminus du T2, puisque la gare, ils ont entièrement rasé l'ancien terminus, ils le modifient, ce qui va permettre effectivement d'avoir une rotation du T2, qui est la ligne de tramway la plus utilisée en Europe.
de pouvoir avoir une rotation de toutes les 3 minutes, il y aura un tram. Voilà. Et c'est pour ça, la RATP a également prévu des travaux d'aménagement au niveau de la porte de Versailles, au niveau du métro, en particulier de mettre des escalators, ce qui est quand même une curiosité. Il y a un parc d'exposition, il n'y a pas d'escalator pour y accéder. Donc là, effectivement, alors ça c'est un projet qui est à un peu plus long terme parce que ça nécessite des travaux très importants de voirie, mais le tramway, le T2, sera livré d'ailleurs avant même la finalisation de la tour Triangle. Voilà. Et effectivement, la tour Triangle a fait un pari, donc pour le coup Unibail, il y aura un grand garage à vélo à la tour Triangle et très peu de parking. Donc ça ne va pas encombrer, il n'y aura pas de circulation supplémentaire liée à la tour Triangle. En revanche, effectivement, la RATP a commencé déjà à faire des projections de volume. Et c'est également une des grosses raisons pour lesquelles ils ont engagé ces travaux du T2. Voilà. Alors je complète parce qu'évidemment ce sera totalement insuffisant et vous n'avez pas parfaitement raison que la tour Triangle, en dehors du fait qu'elle enlaidit considérablement le paysage parisien, qu'elle n'a rien à faire là, moi, je m'y suis opposé comme chacun sait, sans succès, c'était un projet de la maire de Paris et qui a abouti finalement et d'Unibail. C'est 7000 personnes qui vont venir travailler dans la tour Triangle et les transports en commun sont déjà totalement saturés dans le secteur, ligne 8, ligne 12, etc. Le tramway, il est saturé totalement, il le sera peut-être un peu moins avec ce que tu viens de dire, mais bon, pas beaucoup moins. Et je me souviens que quand en 2008, ce projet de tour Triangle a été proposé, il y a eu une commission d'enquête et la première observation du commissaire enquêteur, c'était de dire que justement, ça saturait davantage encore les transports en commun. Alors il y a quelque chose qui va venir peut-être pour alléger un peu ça, c'est le métro du Grand Paris Express qui va passer un peu plus loin en banlieue, dans les Moulineaux, qui va un petit peu alléger. Mais ça, c'est une grosse inquiétude, surtout que la ligne 8 ne fonctionne pas du tout. Pas du tout. Elle est totalement encombrée et autres. Et il y a aussi des projets sur tu peux peut-être dire 2-3 mots sur les améliorations de la ligne 8 et de la ligne 12 ? Pour préciser, vous avez peut-être vu dans la presse, la nouvelle rame de métro, la MF19, a été lancée pour la première fois en exploitation sur la ligne 10. Et donc ces rames de métro vont également équiper la ligne 8 et la ligne 12, donc d'ici 4-5 ans. C'est, voilà. Alors, vous êtes juste à côté, vous avez le centre de maintenance de la ligne 12 qui est en travaux depuis plusieurs années. C'est justement en prévision pour accueillir ce MF19 qui a une plus grande capacité, qui est beaucoup plus moderne, qui a des caméras de vidéosurveillance dans chaque wagon, qui est équipé de vidéoprotection dans chaque wagon, qui a une plus grande capacité. Mais bon, voilà, est-ce que ça suffira ? Ça, on le verra. Mais il y aura un petit décalage entre la fin de la tour Triangle, la mise en œuvre de la tour Triangle et l'arrivée de ces nouvelles rames. Mais la 8 et la 12 vont avoir ces nouvelles rames, comme 8 autres lignes dans Paris. C'est 450 nouvelles rames de métro. Ça renouvelle à peu près 50% du parc de métro de Paris. Et ça, c'est grâce à la région qui a financé ce plan d'investissement. Un mot, merci pour votre question sur les vendeurs sauvettes du parc des expositions. Vous avez raison, c'est le salon de l'agriculture, le sujet numéro 1 en termes de vente sauvettes de deux équipes, deux types d'équipes, une équipe locale qui vient des Périchots et une équipe de vendeurs spécialisés qui viennent de toute l'Île-de-France, majoritairement du 92, d'Asnières-sur-Seine, de Nanterre. Et c'est des gens qu'on connaît très bien. J'ai obtenu 2 interdictions de paraître pour 2 d'entre eux, mais c'est des interdictions de 6 mois, donc elles seront plus valables au moment du salon de l'agriculture de l'année prochaine. Mais en tout cas, les échanges sont très fluides avec le parc des expos, avec Viparis. Je leur ai déjà signalé ce problème-là et qu'ils connaissent des places qui sont redistribuées aux exposants, puis qui disparaissent et arrivent entre les mauvaises mains. En tout cas, si vous l'avez vu récemment, ils ont, à ma demande, mis un panneau à l'entrée dissuadant les gens d'acheter ces places-là. Il y a même eu un accrochage avec un vendeur sauvette
et un agent de sécurité du parc des Expos. On sera très vigilant. Là, pour le coup, c'est bien équipé en caméra PVPP. Et dès qu'il y a des salons, ça fait partie, comme l'évoquait Monsieur le maire, voilà, de celles qui sont affichées sur notre mur d'image en priorité et en grand. Comme ça, on a une visibilité parfaite sur ce qui se passe à l'entrée du parc des expositions. Et encore une fois, on sera très vigilant sur le salon d'agriculture de 2026. Voilà. Oui, alors attention, parce qu'il nous harponne à la sortie du métro et à la sortie du tramway. Donc, devant le parc, c'est déjà trop Oui, merci Madame Ray. Effectivement, voilà, et c'est Monsieur Dreyfus qui m'a partagé aussi ces informations-là. Dès le quai du métro, sur les tramways, alors, et sachez que c'est une répartition savante entre les deux équipes que je vous ai décrites tout à l'heure. Et vous avez raison, c'est en amont. Là, on est sur le territoire de mes collègues de la BRF, mais bien sûr que je leur partage les informations pour qu'on ait une action conjointe. Et rien, bien sûr, ne nous interdit de descendre dans les quais, même si ce n'est pas à proprement parler mon territoire. Mais bien sûr, vous avez raison, et je vois que vous connaissez par cœur votre territoire. Voilà. D'accord, merci. Auriez-vous des questions? Oui, madame? Oui. Bonsoir à tous. Moi, j'aimerais vous alerter sur une situation qui empire. C'est le square du Clos Felker. Donc, c'est juste à côté. Ça devient une catastrophe. Entre les SDF qui sont alcoolisés et qui agressent verbalement les gens, les dealers et fumeurs de shit, enfin, ils sont tous les jours là. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne fait rien. Ils sont tous les jours, tous les week-ends, tout le temps là. Et troisièmement, des groupes de jeunes qui ont 10 ans à peine et qui, tous les week-ends, encore là ce week-end, qui, désolé, mais qui foutent la merde. Ils foutent la merde. Pourquoi? Par exemple, ce week-end, trottinette électrique à fond la caisse qui percute des gosses de 3 ans. Ce week-end, c'était quoi? C'était les pétards. Ils lançaient des pétards sur des gamins de 3-4 ans, dont mon fils qui faisait du vélo. Voilà, ça lui arrivait à même pas 10 cm. Il y en a un qui s'en est pris un dans le visage. Il y a peut-être un mois, c'était du sable qui était jeté sur des gosses de 3-5 ans. Il y a eu une maman qui a eu le malheur de leur dire quelque chose. Après, ils se sont fait complètement insulter, les pauvres parents, menacés, etc. Enfin, ça devient une catastrophe. Je fais beaucoup de parcs, beaucoup de squares dans le 15e. C'est le seul qui est comme ça. Et c'est de pire en pire. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, parents, pour assurer la sécurité des enfants? Je connais des parents qui ne vont plus à ce square. C'est le monde à l'envers. Et ça devient catastrophique. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai noté toutes les applications, etc. Juste un mot là-dessus, c'est que le Clos Felker, effectivement, pâtit de sa configuration, de sa situation géographique, à côté du centre de domiciliation postale, déjà, du Clos Felker, géré par Aurore, qui est une association caritative qui gère beaucoup de centres de ce type dans Paris. Nous avons 7000 domiciliés postaux à cette adresse. D'une part, ce qui fait qu'il y a beaucoup de quand je dis domiciliés postaux, ce sont des personnes à la rue, on a 7000. C'est une structure qui a été mise en place par la ville de Paris et par l'État pour permettre aux personnes à la rue d'avoir un lieu pour se poser déjà, et puis pour pouvoir recevoir du courrier, etc., faire des démarches administratives. Il y a des personnes qui s'occupent de ça, etc. Et puis deuxièmement, il y avait une distribution alimentaire. Il y a une distribution alimentaire le soir, enfin l'après-midi, qui nous amenait plusieurs centaines de personnes aussi à la rue, et qui ensuite déambulent sur la rue du Clos Felker et dans le square. Ce qui a été décidé, c'est de réduire cette population. Voilà. Donc, elle a été réduite de la moitié ou des 2/3, enfin je ne sais plus exactement les chiffres, mais normalement, je ne sais pas si ça a été mis en œuvre ou pas, mais j'ai fait une réunion à mon bureau il y a quelques semaines, justement pour examiner cette situation du Clos Felker dans tous ces aspects. Et donc il y a une décision qui a été prise pour réduire la file active de cette aide alimentaire en répartissant sur d'autres sites d'aide alimentaire. Bon, ça c'est une chose, je ne sais pas si vous avez vu la différence, mais en tout cas, ça doit permettre de dégonfler un peu l'affluence de ces personnes souvent très difficiles sur le secteur. Pour ce qui concerne la sécurisation du square, je vais passer la parole bien sûr au commissaire et puis au chef de la division territoriale de la police municipale.
Merci, monsieur le maire. Le Clos Feuquières, c'est un square que je connais bien. Tous les jours, des patrouilles, notamment VTT, passent dans ce square. J'y suis moi-même allé plusieurs fois en civil. J'aime bien m'approprier le terrain. Je suis allé au contact de ce centre de domiciliation pour savoir quel type de population venait là, prendre contact avec les gens qui travaillent là, sans me présenter. Et c'est la meilleure façon d'obtenir des informations précises sans préjugés, parce que la police est victime de préjugés, hein, c'est pas une nouvelle. Et lorsque j'ai des échanges avec les marginaux ou les associations, ce sont donc des gens qui ont besoin de se retrouver dans un endroit familier pour prendre une douche, pour prendre un repas, pour prendre son courrier. Et le problème, ce n'est pas ça du tout, hein, c'est que parmi eux, il y a effectivement des consommateurs de drogue, il y a des gens qui ont des problèmes psychiatriques, qui parlent fort dans la rue, qui vous interpellent, qui parlent seuls, et qui créent ce que vous avez très bien décrit dans le square. Je suis aussi papa d'une petite fille de 2 ans et demi, et j'apprécierais pas du tout que ma fille reçoive un pétard à 1 mètre d'elle. C'est très inquiétant quand on est parent. Ce square du Clos Feuquières, c'est un bel endroit. Je l'ai visité aussi les matins lorsque j'ai pris mon poste. Et à toute heure de la journée, effectivement, on constate à certains temps de la journée des dégradations de physionomie. Et j'oriente au maximum mes patrouilles sur ces créneaux-là. Et je dois vous dire que je manque de signalements comme le vôtre, notamment sur ma cellule d'écoute et de traitement des doléances. J'en ai quelques-uns, mais il m'en manque. Oui, merci, super. Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir, et M. Samama connaît très bien le dispositif, puisque toutes les 2 semaines au commissariat, nous nous retrouvons autour des points sensibles de l'arrondissement, et vous n'en faites pas partie, parce que je n'ai pas suffisamment de signalements. J'ai d'autres territoires, sur Alray-Procession, sur Pasteur, ailleurs sur le 15e arrondissement, et qui font l'objet d'une concentration des moyens de la police nationale, de la police municipale, des services de la mairie sur ces questions de sécurité. Et donc le square du Clos Feuquières, hein, j'ai échangé aussi avec un pharmacien qui est à l'entrée à proximité, enfin au début de la rue des Nouettes, et qui connaît par cœur cet endroit. Et il y a quand même des solutions. Voilà. Je veux vous rassurer ou vous donner de l'espoir. En tout cas, voilà. Donc j'ai besoin d'avoir vos signalements, y compris une description vestimentaire précise, y compris une photo. Vous avez le droit de nous partager une photo. La captation d'une image n'est pas interdite. C'est la diffusion sur les réseaux sociaux qui est interdite quand la personne peut être en danger. Si la personne nuit la population, gêne les gens, voilà, il faut provoquer l'intervention pour qu'on puisse mettre fin à ces troubles. Il y a une bande de jeunes qui est là en permanence et qui squattent le fond du square et qui est extrêmement inquiétant. Ils sont 10, 15 parfois. Enfin, moi, je les ai vus, j'étais à leur contact. Exactement les mêmes sont rue de la Croix-de-Nivelle. C'est ça. Bien Voilà. sûr. Exact, c'est ça. Moi, j'ai fait tous les mois un secteur extrêmement sensible. Madame Duval, le major Tonella, puis maintenant la personne que vous avez citée là tout à l'heure. Pascal Briand. Oui, ils sont très empathiques, c'est super. Et on voit qu'il y a des améliorations, mais les jeunes donc on vous signale là, c'est les mêmes qui sont là. Ils passent d'une zone à l'autre régulièrement en fonction de la météo, de la tombée de la nuit, mais ce sont exactement les mêmes. Ça fait très longtemps d'ailleurs qu'ils Oui, ça fait 5 ans. Alors avant, ils étaient un petit peu plus rue du Hameau, rue des Nouettes, puis maintenant ils sont plus là. Mais en fait, moi je suis assez surprise qu'on ne vous remonte pas assez, là, parce que nous on ne parle que de ça dans le quartier, et c'est usant. Hein. C'est usant de sortir et de sentir le shit au parc, en bas de la rue. Moi j'ai un enfant maintenant de 8 et 11 ans, mais ils ont été plus petits, c'est le cas de madame. On sort dans la rue, les enfants disent « Ah mais c'est bizarre cette odeur, ça sent quoi ?» Ça sent comme à Amsterdam il y a 6 mois. Et c'est fatigant.
pour compléter en un mot ce qui a été dit, donc il y a effectivement une conjoncture de deux problématiques. Il y a les personnes qui fréquentent Aurore, et moi je suis convaincu que les mesures qui sont en train d'être mises en place porteront leurs fruits. Pour vous dire très concrètement ce qui va changer, jusqu'à présent, le mode d'accès aux services de nourriture était inconditionnel. Désormais, ça se fera sur orientation d'un service social. Jusqu'à présent, la fréquence d'ouverture était de 7 jours sur 7. Désormais, on passe à 6 jours sur 7 et on est en train de voir si on peut passer à 5 jours sur 7. Jusqu'à présent, il y avait une activité de distribution alimentaire qui était totalement ouverte. Désormais, ça va être beaucoup plus drastique. Et enfin, un dernier point, deux médiateurs de rue vont être recrutés par Aurore, l'association qui gère cette ESI, justement pour renforcer l'action d'Aurore, en complément de la police, sur l'extérieur, à avoir une présence plus importante au niveau de la rue. Ça, c'est sur les problématiques liées aux personnes marginaux, on va dire, qui fréquentent Aurore et qui posent des problèmes. Ensuite, sur Abisha et le groupe de racailles du quartier, pour dire les choses très concrètement, qui avait fréquenté Abisha. D'abord, merci de souligner ce qui a été fait sur Abisha. Vous savez qu'il y a eu un gros travail depuis 2023-2024, plusieurs fermetures, réouvertures. Désormais, ça fait plusieurs mois que ce lieu-là est fermé. Et c'était un souhait. Je sais que le maire a beaucoup fait et saisi les services de la préfecture de police avec le commissaire Merchy pour qu'on puisse fermer ce lieu-là de manière pérenne. Désormais, c'est chose faite, malgré la cession du bail. Ils sont reportés là-bas. L'autre chose que j'aimerais avoir, et j'ai demandé au service de la mairie de Paris qui nous accorde des agents d'accueil et de surveillance supplémentaires là-dessus, pour avoir une présence de gardiens dans ce squat de manière pérenne. Là, aujourd'hui, on manque de gardiens. Il y a un grand recrutement qui est fait à l'échelle parisienne. J'ai bon espoir qu'on puisse en avoir. L'idée, c'est d'ici quelques mois, avoir une présence pérenne d'agents de la police municipale dédiés à ce squat. Juste pour compléter ce qui s'est dit, puisque nous avions effectivement la question avec l'ESI au Clefeuquière, une chose qu'il ne faut pas oublier qui a contribué aussi à la surfréquentation, c'est que, comme on dit, le 15e est un arrondissement solidaire, il l'assume, mais il est vrai, nous avons aussi la proximité de la ligne 12, donc 18e arrondissement. Nous avons eu aussi des personnes venant d'autres arrondissements que vraisemblablement on a orienté chez nous. Voilà, ça aussi, c'est aussi un point sur lequel on est vigilant. Voilà, on veut bien participer, ça, il n'y a pas de problème, Aurore le fait, mais de l'autre côté, nous ne sommes pas non plus un centre, il n'y a pas de centre de délestage où on accueille des personnes d'autres arrondissements, on accueille tout le monde, mais le problème, c'est que le 15e doit aussi, voilà, il a sa part, mais il ne peut pas être le seul à gérer tout ça, et c'est parfois difficile quand on fait l'objet voilà, de venues de la part, genre je parle toujours avec beaucoup de précautions, mais d'autres arrondissements où on va orienter les gens dans le 15e. Voilà, c'est aussi ça que je voudrais exprimer et qui a certainement contribué un peu à fragiliser cette situation. Voilà. Merci beaucoup pour les différentes interventions. Je ne sais pas si on a le temps. Bon, on va encore prendre une question. Il y a une personne ? Non, pas. Allô, ok. Alors, Ségolène va. Maintenant, nous allons parler. Nous allons parler du troisième sujet, donc qui concerne l'activité du conseil de quartier. Donc, Ségolène va nous présenter un peu le rôle du conseil de quartier. Merci beaucoup. Je suis désolée pour les. Malheureusement, il est déjà 21h et on doit quitter très rapidement. Donc, juste un petit point sur l'activité des conseils de quartier. Comme vous le savez, hein, l'idée, c'est un dialogue avec les habitants ici et puis vous permettre d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, aujourd'hui, on est à 15 réunions en 6 ans, près de 40 sujets abordés. Que ce soit l'urbanisme, les espaces verts, la sécurité, santé et solidarité. Vous voyez, aujourd'hui, ça a été la propreté, la sécurité. Voilà, on a des sujets, malheureusement, qui reviennent parce qu'on a besoin de les traiter en continu sur 6 ans. Je voulais juste faire un petit point sur le budget de fonctionnement du conseil de quartier. Vous avez eu 5 fêtes de quartier justement au Clefeuquière, que ce soit en été, que ce soit en hiver. On était régulièrement présents dans le quartier pour voilà, rendre le quartier vivant, l'animer avec un certain nombre d'activités durant ces fêtes.
Je voulais aussi revenir sur d'autres événements qui ont eu lieu dans le conseil de quartier, puisque les conseillers de quartier ont eu la possibilité de visiter le chantier des ateliers RATP de Vaugirard. Il y a également la visite du chantier des ateliers, l'inauguration du jardin Elisabeth Boselli. Il y a eu également une concertation publique au parc Suzanne Langlaine. Et plus récemment, on a fait une marche exploratoire il y a quelques semaines pour justement évoquer les difficultés sur la voirie, pour avoir un retour terrain sur ce qu'il se passe dans votre quartier, pour permettre ensuite d'avoir des mesures qui sont les plus adaptées possibles. Et laisser la parole à du conseil de quartier, puisque même le micro me demande d'arrêter. Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, nous allons conclure cette merveilleuse réunion. Sauf si... Ok. Nous allons conclure cette merveilleuse réunion. Merci beaucoup à tout le monde pour le temps que vous avez pris pour pouvoir y assister. Et nous vous souhaitons une agréable soirée.